Bien, nous sommes là pour ce fameux webinaire dont je parlais tout à l'heure. Je vous ai demandé d'où vous veniez au niveau géographique, pour ceux qui étaient là avec moi en fait, puisque c'était la bonne adresse. Et poum poum poum, bonsoir Nanou, Stéphanie, Corinne, Anne, Ghislaine, enchanté tout le monde, enchanté que vous soyez là, vous ayez répondu en ce lundi soir 19h, on est là pour 2 heures. Sandrine vient de Grenoble, Anne d'Angers, Valérie de Bretagne. Ben c'est bien, c'est la mise en ligne, c'est bien. Bernard de Rive, ok. Bernard de Rive, je le connais, je crois. J'en connais d'autres aussi, je vous rassure. Je vais vous poser une deuxième question. Gilles de Champagné, parfait. Je vais vous poser une deuxième question et peut-être que Guillaume a eu le temps de préparer le sondage. Oups. Est-ce que vous connaissez le décodage biologique? Petit A, la thérapie familiale. Petit B, petit C, la thérapie transgénérationnelle. Normalement, un fameux sondage va sortir et vous allez pouvoir répondre à ça parce que je veux appliquer le meilleur sujet. Je vais passer le plus de temps. Oui, les 3 pour Tiziana, le A, Elvire, oui, non, non. Voilà, il vous a mis hop, dans les lectures. Non, Gilles un peu, mais très mal. Enchanté Guillaume. On ne devait pas être sur le même et j'ai peut-être fait une bêtise. C'est peut-être ma faute. Ok. Bien Bernard, de Basse-Normandie, Ingrid. Donc le A pour Sabrina, le B pour la thérapie familiale de Nathalie, ABC oui de loin. Parfait. ABC oui un peu pour Sophie. Ok, ben vous allez pouvoir ce soir faire le tour de ces trois-là selon mon appellation, puisque c'est l'appellation de ce que j'ai donné à ce que je fais, à part le décodage biologique qui lui, a une origine plus ancienne que ce que j'ai fait moi, ou ce que j'ai repris moi, parce que je n'ai pas fait non plus. Voilà, il y a un sondage qui est disponible, boum, 50% de décodage biologique, 5% de thérapie rationnelle et 7% de thérapie familiale. Et oui, je vais attendre que ça se remplisse encore un petit peu. Mais c'est souvent ce qui manque. C'est souvent moi, c'est longtemps ce qui m'a manqué, en fait, la thérapie familiale pour faire le lien avec tout. Et vous allez me dire si vous, à la fin, si vous voyez la thérapie familiale comme j'en parle. Toujours pas de son et pas de bouton pour je ne sais pas quoi, Myriam. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider, mais Guillaume va s'occuper de vous. Il est très fort pour ça. Alors, décodage biologique, 43%, transgénérationnel, 34%, thérapie familiale, 21%. Bien. Non, je vais me présenter d'abord et après je vous ferai vos présentations à vous. Allez, je lance le webinaire. En tout cas, la présentation. Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est Start. C'est la Start. Et je vais même pouvoir jouer dans Settings sur vidéo. Non. Non, c'est une peut-être grandir la vidéo, je ne sais plus, Guillaume, comment on fait. Donc voilà. On va parler ce soir de thérapie émotionnelle familiale et transgénérationnelle, TEFT, T-E-F-T. C'est une marque déposée. J'ai déposé ce que j'ai fait parce que c'est important pour moi que dans la transmission que j'en fais, elle soit respectée. Et on va voir ce que c'est ce soir. Qu'est-ce qui la rend unique, cette thérapie familiale transgénérationnelle émotionnelle? Pourquoi ça marche et comment on peut s'y former? C'est ce que j'ai créé moi, cette thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Il y a dedans du vice-champion de France des rallyes routiers de ma catégorie en 98. Ouais. Ça, c'est moi. Enfin, c'est moi sous le casque, sur la moto, en train de m'éclater dans une spéciale, dans ma dernière spéciale d'ailleurs.
mais grâce à un sponsor que j'ai eu en 99 qui me permettra a priori d'être champion de France cette année-là, puisque cette fois-ci j'ai enfin une moto qui marche, digne de répondre à ce dont j'ai envie, qui fonctionne. Je vais garder le chat à l'œil sans lunettes, c'est sympa. Je suis victime, non, je l'ai cherché, d'un accident quasi mortel en compétition en 99 et je passe 45 jours en coma artificiel car mon cerveau est touché. Là en bas, c'est les petits IRM de mon cerveau. C'est 2 ans après l'accident déjà. Mais on va reparler de cette image-là après. Disons que j'ai passé 2 ans, 2 ans après cet accident en rééducation. Et 2 ans pour réapprendre à marcher. Parce que ce n'était pas prévu au départ, hein, quand je suis rentré au centre de rééducation, avec ce trauma crânien, avec ces multiples fractures dans tous les coins, 2,03 m de cicatrices, 204 points de suture. Ouais, ils n'ont pas fait un chiffre rond. Mais c'est ce qui a été relevé. Mais j'ai réappris à marcher. Parce qu'une équipe de soignants a été d'enfer, parce que j'avais une volonté à ne pas me laisser en fauteuil. Et que j'ai fait tout ce que je pouvais dans ces 2 ans d'éducation. Et puis, j'ai passé quand même 4 ans en séance avec une psychothérapeute pour apprendre à vivre avec mes séquelles. Alors, mes séquelles, c'était mes difficultés physiques, hein, parce qu'il y avait la moelle épinière qui était touchée dans mon dos, donc des séquelles physiques sur mes muscles qui commandaient la marche. Il y avait des séquelles neurologiques centrales avec mon cerveau qui était touché, on a vu ça tout à l'heure. Donc, il fallait sortir de tout ça. Et puis, cette psychothérapeute, pour résumer, elle m'a permis d'accepter de marcher avec 2 béquilles. Voilà, c'est ça. C'était ça, quand je suis sorti de rééducation, j'avais 2 béquilles. Et ça a été ça pendant les 4 ans de psychothérapie. Mais j'ai aussi fait 4 ans de formation en thérapie manuelle énergétique, méthode Poyer. Une géniale thérapie vraiment physique qui répare plein de choses. Ça m'a permis, moi, de récupérer plein de séquelles de mon accident. J'étais très content. Petit à petit, j'ai commencé à lâcher une béquille. Et là, on m'a présenté le décodage biologique dans cette formation-là. Donc, après les 4 ans de formation, je suis rentré dans la formation de décodage biologique. Si je vous résume ça en dessin, je suis parti de là en 99. J'ai rencontré le décodage biologique en 2009. Non, j'ai rencontré le décodage biologique en 2009. C'est là que j'ai commencé à me former. On m'a parlé de psychogénéalogie. J'ai approfondi plein de choses là-dedans. On en reparlera beaucoup tout à l'heure. Et surtout, j'ai rencontré ce qui m'a aidé à faire le lien entre décodage biologique, psychogénéalogie et toutes mes séquelles. La thérapie familiale en 2014, donc ça fait 10 ans. Et en 2018, j'ai créé la TEFT, thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle. Pourquoi ? Parce que j'exerçais au cabinet depuis le début de ma formation Poyer. Donc en 2005, j'ai commencé à exercer, à prendre des gens le soir après le boulot. Et puis en 2014, donc j'ai fait ça à 8, j'ai ouvert mon cabinet quand ma fille est née en 2006. Je le faisais encore après le boulot. J'ai fait ça pendant 6 ans. Et puis, j'ai démissionné en 2014 de mon poste de chef de projet en bureau d'études pour venir aider les gens qui en avaient besoin avec la technique que j'avais, on va dire, mis au point, unifié avec tout ce que j'avais appris personnellement en formation aussi. On va parler de ça ce soir. Et aujourd'hui, je pratique en séance individuelle au cabinet de Saint-Martin-de-Vénoux, en ligne aussi, donc je peux vous recevoir n'importe quand. Et je forme des gens, et c'est aussi pour ça que je suis là ce soir, pour vous montrer qu'est-ce que c'est la TEFT, et si ça vous intéresse. D'ailleurs, si vous restez, il y aura une belle surprise pour vous.
à la fin de l'échange. Une chouette. C'est Noël avant l'heure. Ok. À Grenoble, c'est la saison, parce qu'il fait tout gris là depuis 2 jours. Mais c'était une belle surprise pour vous. Donc, restez bien jusqu'au bout. Alors, surtout, vous posez aussi vos questions dans le chat. Pardon, je n'ai pas dit ça. J'aime beaucoup les questions posées dans le chat, parce que je peux répondre et rebondir dessus parfois. Je ne veux pas faire une présentation trop directe et académique. Je vais quand même vous présenter mes slides. Ça va créer chez vous des réactions. Vous posez vos questions et j'y réponds. Je le vois qui défile au fur et à mesure, ça ira bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est donc cette thérapie émotionnelle familiale et transgénérationnelle? Elle parle des drames non résolus par vos ancêtres. Elle parle des blessures vécues avant 6 ans, vos blessures vécues à 6 ans, et des drames vécus de 6 ans à aujourd'hui. Pourquoi cette séparation? Eh bien, on va voir pourquoi. Et la meilleure façon de comprendre quelque chose, en tout cas, c'est ce que j'ai appris moi, c'est un exemple. Je vous donne un exemple. Là, nous avons une ligne de temps en bleu en bas, avec un passé à gauche, et aujourd'hui à 60 ans, une dame qui vient me voir pour un problème, écrit là en haut à droite, de séparation douloureuse. Tout ce qu'elle vit, toutes les séparations, toutes les fins, c'est très compliqué pour elle. Quand ses enfants repartent de chez elle le week-end, quand une série est finie à la télé, enfin ça devient très dur. On questionne un peu, on travaille, et on s'aperçoit très vite que, en tout cas, avec ma grille de lecture à moi, je demande depuis quand ça a commencé, parce que c'est pas tout le temps. Ben, ça a commencé depuis ses 32 ans. Ses 32 ans où elle a vécu une grande séparation qui pique encore, c'est son mari qui l'abandonne avec ses enfants. Et depuis 32 ans, elle est célibataire parce que c'est impossible de se remettre en couple, parce que ça va finir un jour, donc c'est pas possible. Ok, alors on creuse. On creuse, et moi, avec le principe de la TEFT, j'ai comme hypothèse que son problème, on peut le diviser, c'est 100% de son problème, on peut le diviser en X, Y ou Z parties. D'accord? X, Y ou Z, ça fait 100% du problème. Qu'est-ce que c'est X, Y ou Z? Eh bien, Z% du problème, ce sont les drames qu'elle a vécus de 6 ans aujourd'hui. Mais attention, pas n'importe quel drame. Sa séparation à 32 ans, qui pourrait être considérée comme le grand drame de sa vie par d'autres thérapeutes, pour moi, c'est vraiment une pointe d'iceberg et on va étudier ça en profondeur. On va descendre sur la surface parce que c'est ce qui est inconscient et caché qui m'intéresse. Et ce qui est inconscient et caché dans son histoire, c'est que elle a vécu une autre séparation à 16 ans, la première séparation amoureuse, où son petit copain, le premier de sa vie, la laisse tomber à 16 ans. 16 ans, 32, du coup, je pose la question à 8 ans. C'est quoi? Je pose la question parce qu'il existe les cycles cellulaires mémorisés de Marc Fréchet, dont on ne parlera pas ici en détail, mais qu'on voit profondément dans la formation de TEFT, m'amène à dire qu'à 8 ans, il s'est passé quelque chose, et effectivement, à 8 ans, elle perd son grand-père paternel. Et c'est le premier grand drame de sa vie émotionnelle. Alors, on va dire que ça fait la 3e fois que c'est le premier grand drame, oui, et c'est toujours des pertes d'hommes qui arrivent à 8, 16 et 32. Donc, j'ai tendance à dire, il y a autre chose qui s'est passé avant, en fait. Et bien, ce qui a pu se passer avant, c'est ce qui s'est passé dans les blessures vécues avant 6 ans. Ce sont les défaillances parentales que votre inconscient a enfouies par le été familial archaïque et ou les ressentis que votre mère enceinte a vécu, d'accord? Ou qu'elle a vécu quand vous étiez enfant. La peur de vous perdre, un accident, un deuil, etc., etc. Ça, c'est les ressentis de la mère enceinte. Mais il va se trouver que chez cette femme, elle va être abandonnée par ses parents, chez ses grands-parents, parce qu'ils vont aller travailler en ville et qu'ils ne peuvent pas l'emmener avec elle parce que c'est pas bon pour elle, ils ne seront jamais assez présents, donc ils préfèrent la laisser à ses grands-parents. C'est pour son bien, en fait, qu'ils vont faire ça, et c'est le grand abandon de sa vie. Donc cette femme, elle a transféré sur son grand-père la présence, figure, on va dire, paternelle de son père, c'est normal, c'est le père de son père. Et quand il meurt à 8 ans, c'est le grand drame de sa vie. Sauf qu'à 8 ans, on n'explique rien. Donc elle ne fait jamais le deuil. Francine, le son est très bas, il faut monter votre haut-parleur, parce que moi, je ne vais pas crier plus fort sous réserve de gêner mes voisins. Je parle assez fort pour tout le monde. C'est très personnel, le son chez vous. Mettez un casque, faites autre chose. C'est souvent votre matériel
qui empêche le bon son, je vais aller tenter de faire un effort quand même, des fois que ce soit meilleur pour Francine. Mais c'est bien pour Francine que je le fais. Hein. Hop, je rapproche mon micro. Voilà, de ma bouche. J'espère que ça ne m'aidera pas. Bien. J'en étais donc à ça, au grand deuil de sa vie. Dans ces drames vécus de 6 ans aujourd'hui, dans cette partie Z%, j'aurais tendance à utiliser les outils du décodage biologique. Parce que, on va voir que c'est avec cette approche-là qu'on a les meilleurs résultats sur toutes les maladies qu'elle aurait, mais elle n'a pas de maladie, c'est juste un comportemental. Donc là, le décodage, il est un peu coincé. Un peu. J'ai dit un peu, attention, les décodeurs biologiques qui sont dans la salle vont m'envoyer des cailloux. Je suis tranquille derrière mon écran. Mais un peu parce que vous allez voir pourquoi. Dans cette zone Y%, qui sont donc les blessures vécues en 6 ans, je vais travailler en thérapie familiale et en décodage biologique. En fait, je vais utiliser les outils thérapeutiques du décodage biologique, qui sont la PNL, programmation neurolinguistique, qu'on verra après, pour aider à travailler en thérapie familiale. Parce que cette petite fille abandonnée par ses parents, c'est le grand drame de sa vie, le premier qui va faire naître énormément de choses, y compris et surtout cette histoire de séparation douloureuse. Imaginez-vous, il y en a peut-être dans le chat, ça arrive assez souvent d'ailleurs qu'il y en ait dans le chat, des gens qui sont abandonnés par leurs parents parce qu'ils vont faire autre chose ailleurs, et parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper d'eux, ou bref, c'est très destructeur. Même si on échoue dans une hyper famille, hyper aimante de nos grands-parents, ça ne remplacera pas nos parents. Je vais quand même aller regarder chez cette femme s'il n'y a pas dans la partie d'avant, hop, en X%, des drames non résolus par ses ancêtres qui lui ont été transmis par mémoire cellulaire. Là, on est dans le transgénérationnel pur. Natacha, votre cas, et ben voilà, ça arrive à chaque fois. Donc, vous allez vous reconnaître un peu là-dedans. Et cette Valérie aussi, évidemment. Et cet abandon-là, vécu à 4 ans, il a une trace, il a une empreinte, et si cette petite fille vit ça dans sa propre vie, c'est qu'elle porte certainement l'histoire d'abandon dans son arbre généalogique. Donc, j'ai tendance à aller vérifier dans son arbre généalogique, dans vraiment l'histoire factuelle de ses ancêtres, ce qui s'est passé. Pas, alors factuel, on verra comment tout à l'heure, mais c'est pas les on-dit. Les on-dit m'intéressent pas du tout. Moi, ce qui est important, c'est certains faits très précis, parce que vous avez entendu tout à l'heure que je sors d'un emploi de chef de projet en bureau d'études. J'étais en industrie, chez Arkema, pour ne pas les citer. J'ai fabriqué donc des produits chimiques hautement toxiques et inflammables. L'usine était classée Seveso, donc le plus haut de toxicité possible. Et les règles de sécurité étaient très, très draconiennes. J'étais donc très, très cartésien. Et la TEF était donc très, très cartésienne. Je félicite, j'honore ceux qui ont des ressentis, des intuitions, mais je vais toujours aller vérifier dans la réalité des faits s'il y a quelque chose qui peut vraiment nous servir. Parce que nos intuitions, vous allez voir, sont guidées par parfois d'autres choses qui nous piègent un peu. Et donc, pour continuer avec cette femme-là, je suis allé chercher dans son histoire surtout des décès d'enfants jeunes ou des décès de parents jeunes, parce que c'est a priori ce qui s'est passé chez elle quand elle est abandonnée à 4 ans. C'est comme si ses parents mouraient, ils disparaissent. Et on va chercher autre chose, les mariages forcés qui sont intéressants, les hommes violents, mais violents dans leur absence. Pas dans la violence physique, celle-là on ne la connaît pas toujours, et si on la connaît, elle n'a pas beaucoup de sens en fait. Non, il y a des violences qui sont bien plus violentes inconsciemment que celle-ci. Bref, on arrive avec des outils transgénérationnels, des outils en thérapie familiale, des outils en décodage biologique pour travailler chez les ancêtres. C'est-à-dire que je transpose tout ce que j'ai appris en décodage biologique, en PNL, soit en thérapie familiale. Je rajoute les outils thérapeutiques, thérapie familiale, que je vais aller placer chez les ancêtres pour travailler. Donc j'ai une façon très très particulière à moi et à mes élèves qui ont été formés déjà, d'utiliser ces outils-là dans le transgénérationnel, et c'est ce qui rend unique. C'est une des parties qui est unique dans la TEFT.
Donc, si vous avez déjà fait des constellations familiales, vous n'attendez pas à vivre la même chose dans mon cabinet ou dans la salle où je les organise, parce qu'elles ne seront pas pareilles du tout. Elles seront thérapeutiques et je vais faire de la thérapie vraiment avec les gens sur place et c'est quelque chose que j'adore parce que c'est génial à faire et parce que ça cumule vraiment l'ensemble de tout ça. Bref, quelque chose que j'adore, mais on en reparlera après. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que selon la TEFT, ça c'est l'hypothèse de base de la TEFT, d'accord? X% des problèmes sont dus au drame transgénérationnel, Y% aux défaillances parentales, bien souvent enfouies par loyauté familiale archaïque, on va en reparler juste après, et Z% au drame vécu de 6 ans aujourd'hui. Mais, vous pouvez zoomer, je ne sais pas si je peux le faire, non, je ne peux pas zoomer moi, mais vous prendrez une photo. On ne va regarder dans Z% et ne travailler avec des outils de décodage biologique que les deuils non faits, c'était le cas de cette dame, les viols ou les abus, parce que ça crée des traumatismes en eux-mêmes, ou les accidents graves, un petit peu comme ceux que j'ai eus, mais des accidents qui laissent des séquelles physiques. Ce sont les 3 seules choses qu'on va travailler. Tout ce qui vous est arrivé d'autre dans votre vie, les séparations, les ruines, les abandons, les rencontres, bref, les accidents sans séquelles, ça vient de la partie Y%, de la partie X%. C'est l'expérience que j'ai depuis maintenant que j'ai commencé le décodage biologique en 2009. Et ça, je peux le défendre à coup sûr. Donc, ça, c'est le grand principe de la thérapie émotionnelle familiale et transgénérationnelle. Et donc, dans la première séance que je vais faire, je vais arriver à déterminer où est-ce qu'on va travailler en priorité pour débloquer le plus urgent chez la personne qui vient me voir. Et ça marchera. Ça marchera toujours parce que si on est capable de viser tout de suite le plus urgent, on va aider tout de suite le mieux possible la personne qui vient. Elle va être ravie et enchantée et trouver de l'énergie pour aller plus loin et creuser plus profond et aller chercher ce qui traîne encore. Donc, quand cette dame arrive avec son deuil non fait de son grand-père, eh ben, c'est la première chose à faire. C'est un deuil non fait. Il fait partie des Z% qu'on doit travailler. Je travaille ça d'abord. Et ensuite, je vais aller travailler avec elle dans les défaillances de ses parents, donc le fait qu'il ait abandonné à 4 ans. Et puisque c'est pas encore tout à fait génial à la fin, il y a des petits trucs qui clochent encore, elle n'arrive pas encore à se mettre en couple, on ira travailler en transgénérationnel jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à qu'à 60 ans, c'était 61, elle se remette en couple, elle refasse sa vie et elle soit très heureuse d'être en couple. Donc, on peut tout changer, mais il faut adapter les outils à chaque personne. C'est clair pour vous? Voilà, ça c'est la présentation totale. Moi j'ai besoin de savoir maintenant, merci Guillaume pour le sondage qui va venir, qui d'entre vous travaille en cabinet, en accompagnement à la personne à 100% du temps? D'accord? Et un deuxième sondage qui travaille en temps partiel en accompagnement au cabinet. Comme ça, je peux un peu voir qui vous êtes, ce que vous faites, et encore une fois, adapter la présentation au nombre le plus intéressant. Il y a un beau sondage qui vient d'apparaître. Exercez-vous à temps plein votre activité d'accompagnement? Oui, non, ça se bat, ça commence 31, 36 pour 60. Vous êtes combien? 91? Ben, voilà, c'est le nombre exact. Donc il y a 30 personnes. 23, ça baisse, 22, 26. Allez, répondez, battez-vous les thérapeutes, battez-vous, reprenez votre place. Votez oui, votez oui. Ah non, vous perdez. Bon, tant pis. Ouais, c'est comme ça. 20, entre 20 et 30%, je dirais plutôt 20 même. 30% des gens qui exercent à plein temps. Maintenant, deuxième sondage, qui exerce son activité à 50%. Hop. Un autre. Ouais, Guillaume travaille très très vite. À 50% parce que si vous le faites, enfin à 50%, pas à 100%, mais est accompagnant. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est savoir qui reçoit des gens déjà. Qui reçoit des gens, alors 50%, vous n'en tenez pas compte, c'était ma mauvaise phrase.
vous exercez, vous recevez des gens. Alors, bien sûr, pas ceux qui ont voté à 100%, parce que c'est évident que s'ils sont à 100%, ils sont à 50%. Mais le reste, il y a encore 20%, donc ça fait 20. On est tout à l'heure à 20 personnes à peu près, on a 21 maintenant. Donc ça fait près 40 personnes sur les 100 qui sont là ce soir qui ont déjà une activité thérapeutique. C'est intéressant. C'est intéressant, ça fait 60% qui n'accompagnent personne et donc on va pouvoir adapter. Bien, on va parler de décodage biologique pour continuer. Merci pour vos votes. Merci Guillaume. Qu'est-ce que c'est? C'est une autre façon d'aborder la maladie. La médecine allopathique cherche le comment on tombe malade. J'ai une bronchite, c'est-à-dire que mes bronches sont infectées, il y a du pu, on va être poli, c'est le soir, des choses pas bonnes dedans, et je tousse, donc il faut prendre des antibiotiques pour tuer les bactéries, désinfecter tout ça. Ok, moi, en décodage biologique, alors je vais dire moi parce que c'est moi qui vous parle ce soir, mais c'est valable pour tous les autres décodeurs biologiques, y compris ceux qui sont dans la pièce avec moi et qui ont déjà dit qu'ils le connaissaient. On va explorer le pourquoi on devient malade. Quelle est la raison pour laquelle je suis malade? Parce que, selon le décodage biologique, il y a une raison. Comment ça marche? J'ai un petit schéma rassurant, parce qu'il est très simple. Selon le décodage biologique, quand on vit un choc émotionnel assez important, on va voir dans quelles conditions ça l'est tout à l'heure, pour devenir ce qu'on appelle un biochoc, on a un ressenti qui s'imprime, un ressenti de « je ne vaux rien », par exemple, ou « c'est dégueulasse de me faire ça ». Notre cerveau sert d'interface avec notre biologie, et notre biologie va développer des maladies en relation avec le ressenti. C'est clair? C'est très simple. Ça, c'est la théorie du décodage. Ça fait, je vous dis, depuis 2009 que je vis ça, que je travaille avec ça, et ça marche très très bien sur n'importe quelle maladie. Hop, 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 hop. Non, ça, je ne vois pas ce qui est écrit. Je renonce à avoir le son et j'utilise mon tel en parallèle. Ben voilà. Sylvia, décodage biologique, parfait. On trouve toujours des solutions. Qu'est-ce qu'un choc émotionnel? Qui devient un biochoc. Le biochoc, c'est le titre donné par Christian Flech, donc je le laisse. Un biochoc, c'est ce qui va créer un ressenti intense non exprimé qui s'imprime dans le corps et qui va ressortir sous forme de maladie au bout d'un certain temps ou d'un temps certain. Il y en a déjà qui ont parlé dans le groupe WhatsApp de programmant, déclenchant, etc. C'est très, très technique. On ne va pas aller jusque-là ce soir. Je présente l'ensemble de la TEFT. Et si vous voulez des détails de la TEFT, il y aura d'autres moyens que je vais vous donner tout à l'heure pour aller dans les détails. Mais là, c'est l'ensemble. Donc, je romps le suspense tout de suite. Un biochoc, c'est un choc émotionnel de forte intensité. Quand je me tape le petit doigt contre la table, ça fait mal, mais ce n'est pas fortement émotionnel. D'accord? Doigt de pied, j'entends, bien sûr. C'est soudain, inattendu. C'est sans solution. Et c'est vécu dans l'isolement. Un exemple que je donne tout le temps, parce qu'il est pour moi le plus frappant. Je promène mon enfant dans la rue. Il a 2-3 ans. Je rencontre un voisin, on discute. Et pendant qu'on discute, mon gamin échappe à ma vigilance. Il se glisse entre deux voitures, il traverse. Et là, il y a un gros camion qui arrive, trop vite. Puis le gamin sort devant ses roues et il l'écrase. C'est fort, hein, c'est intense émotionnellement quand ton gamin est écrasé par un camion, surtout qu'il est écrasé en petits morceaux, d'accord? C'est soudain, oui, je ne m'attends pas, j'ai pas prévu de faire écraser mon gamin. C'est sans solution, oui, les morceaux seront pas recollables, c'est comme ça, c'est fini, c'est terminé, il est mort. Et à ce moment-là, je ne parle à personne de mon ressenti. Et attention, je suis très précis, c'est de mon ressenti, je ne parle pas. Mon émotion, oui, je peux être en colère contre le chauffard. Je peux être effondré, triste de perdre mon gamin. Je peux vivre plein d'émotions. Mais nous, en décodage biologique, on va s'intéresser au ressenti parce que c'est là qu'est la clé. Un ressenti, c'est le mot qui vient après le début de phrase, qui commence par « je me sens ».
abandonné, nul, souillé, perdu, anéanti. Ah, excusez-moi, j'ai mis au féminin parce que j'ai malheureusement, je dis bien malheureusement, une majorité de femmes en cabinet. Quoique ça commence à changer un petit peu, les hommes commencent un peu à s'ouvrir à leurs émotions, il y en a un peu plus fort là-dedans, mais encore, c'est les femmes les plus prenantes. Donc là, si je vois mon gamin se faire écraser, bah, je suis nul. Je suis nul parce que c'est ma faute. C'est moi qui ai perdu l'attention sur lui. Et c'est à cause de mon inattention qu'il est mort. Donc je suis rien. Je suis nul. Je suis plus bas que ça encore. Je me sens comme ça. Mais je peux être dans cette nullité, extrêmement en colère contre le chauffard. Je peux être ravagé de tristesse par la perte de mon enfant. Je peux être plein d'émotions, mais ce qui nous intéresse en décodage biologique, c'est le ressenti. Je pense que les décodeurs biologiques soutiennent cette théorie-là, puisque c'est ce qu'ils utilisent normalement en cabinet. Qu'est-ce que c'est que le ressenti? Ça tombe bien, Vice Versa a choisi son deuxième opus cet été, à la sortie, pardon. Un ressenti, c'est pas une émotion. C'est pas de la peur, c'est pas de la colère, c'est pas de la joie, c'est pas du dégoût, c'est pas de la tristesse. D'accord? Et ça, c'est les 5 émotions de base. Alors oui, cette année, ils ont choisi encore de sortir un truc supérieur, mais un ressenti, c'est pas une émotion. Un ressenti, écoutez-moi bien, c'est très important. Un ressenti, c'est la source inconsciente de votre émotion. Je reprends mes émotions. J'ai ou je suis en joie. J'ai peur, je suis en colère, je suis dégoûté, je suis triste. Ça, c'est conscient. C'est au-dessus de la ligne, c'est conscient. En dessous de la ligne en pointillé, c'est l'inconscient. Et je suis en joie parce que je me sens aimé. J'ai peur parce que je me sens perdu. Je suis en colère parce que je me sens nul. Je suis dégoûté parce que je me sens souillé. Je suis triste parce que je me sens abandonné. Attention, c'est des exemples et tout peut être mélangé. Je peux avoir peur parce que je me sens abandonné. Je peux être en colère parce que je suis souillé, etc., etc., etc. Mais l'émotion, c'est ce qui est superficiel, conscient, sociablement acceptable. Le ressenti, c'est je me sens. Quand j'ai peur, c'est parce que je me sens quoi? Et en fait, c'est ça qu'il faut faire exprimer aux gens. C'est le ressenti. L'émotion ne sert à rien. Vous pouvez passer des années en thérapie à dire « je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère ». Il ne se passera rien. Je suis triste, je suis triste, je suis triste, je suis triste. Vous pouvez pleurer dans les bras de votre thérapeute pendant des années. Il ne se passera rien. Ça ne changera rien à votre tristesse. Vous êtes en train de vider la mousse du verre de bière que vous avez agité en permanence. Donc, le ressenti, c'est primordial. C'est vraiment la source qui va générer. Je vous rappelle ça. Tac, tac, tac. C'est pas assez rapide pour moi, ce truc. Il faut du temps. C'est le ressenti qui va s'imprimer dans la biologie et créer ma maladie. D'accord? Comment? Eh bien, grâce à un tableau de lecture, poum poum, propre au décodage biologique, qui bien sûr, je ne l'ai pas inventé. Comment? Pourquoi d'ailleurs? Parce que pour l'inconscient, tout est réel. Pour votre inconscient, la partie de votre cerveau qui pilote votre biologie, pas celle que vous pilotez, mais celle qui est inconsciente, d'accord, qu'elles n'avaient pas accès du tout. Pour l'inconscient, il n'y a pas de virtuel, il n'y a pas d'imaginaire, ni de temporalité. Tout est réel. Donc, un exemple, une huître avariée, au niveau physiologique, c'est un ressenti physiologique de votre estomac qui dit « je ne peux pas digérer ça, moi ». Donc, c'est un symptôme, j'ai mal au ventre et je vomis. C'est radical, l'huître, ça ne prend pas 3 minutes. On fait ce travail avec la kinésiologie grâce aux tests musculaires. Ouais, génial. Mais là, en décodage biologique, on fait exprimer et on prend conscience de ce qui se passe. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui pourra avoir le même impact qu'une huître avariée? Le même impact qui dit « je ne peux pas digérer ça ». Ça pourrait être une dispute. Une dispute avec ma compagne, que je n'ai pas vue depuis 3 mois,
qui revient de son voyage et avec qui je m'engueule le premier soir où elle est là. Et ça, je ne peux pas digérer parce que moi, ça fait 3 mois que je l'attends, les bras pleins d'amour et les yeux aussi. Et là, ce soir, je ne peux pas digérer. Mon ventre va réagir de la même façon parce que c'est le même ressenti de je ne peux pas digérer ça. Donc, mal au ventre et vomissement. Ça vous est déjà arrivé, vous l'avez déjà vu chez d'autres personnes. Ça arrive en permanence. Vous validez ça ou vous validez pas? Parce que moi, j'ai un petit test à vous faire, si vous validez pas. On va faire ce test. Je vais attendre que vous fermiez vos yeux. Ouais, j'ai besoin que vous ayez vos yeux fermés, simplement parce qu'il n'y a qu'avec les yeux fermés qu'on va aller voir, qu'on va pouvoir aller plonger dans votre ressenti. Plonger plus facilement, j'ai envie de dire. L'idée, c'est pas de dormir, c'est pas l'heure. Pas du tout, on n'a pas fini, on est qu'au premier tiers. Et donc, vous allez fermer les yeux et je vais vous raconter une petite histoire. Et pour vous raconter une petite histoire, je vais me remettre là et je vais faire stop. Voilà. Les yeux fermés. Quelle heure il est là? 19h45. Ah, c'est peut-être un peu tard, mais bon, on est en séance, donc allez. C'est l'heure de l'apéro. On va dire c'est l'heure de l'apéro. Et comme on peut rêver, vous allez imaginer que je vous ai envoyé à tous qui êtes inscrits là ce soir. Je vous ai envoyé à tous chez vous, dans l'endroit pile où vous êtes, un petit paquet avec une petite bouteille d'un cadeau. C'est un apéritif maison. Quelque chose que j'ai fait avec énormément d'amour, de mes propres petites mains. Je vous ai préparé un apéritif maison. Vous allez le servir dans le verre que vous préférez. Et je vais vous raconter avec quoi je l'ai fait. C'est particulier quand même, hein. J'ai pris du vinaigre dans lequel j'ai rajouté du citron et j'ai fait infuser dedans de l'écorce d'amande amère. Ça a duré des mois. J'ai rajouté beaucoup de poivre. J'ai oublié ce que j'ai mis dedans. J'ai rajouté beaucoup de poivre et énormément de sel parce que c'est un apéritif, c'est fait pour boire, donc voilà. Et tout ça, ça a infusé des mois et des mois, c'est préparé spécialement pour vous. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer que vous goûtez ce liquide. Vous goûtez ça. Vous le portez à votre bouche et vous goûtez. Alors, vous goûtez ce que vous pouvez goûter. Il y a des gens qui vont adorer, puis d'autres moins. L'important, c'est que vous ressentiez ce qui se passe quand vous imaginez que vous goûtez ce liquide-là. Et si vous imaginez que c'est maintenant ou que c'est tout à l'heure à la fin de la présentation, c'est la même chose. Et maintenant que vous avez goûté, je vais vous demander de me dire dans le chat quelle est la réaction physiologique qui se passe dans votre bouche. Qu'est-ce qui se passe dans votre bouche? Dans votre bouche, hein? Un haut le cœur. Ok, haut le cœur, Burke. Salivation pour Coralie. Nat, ça pique. La bouche sèche pour Sandrine. Elvire, elle salive beaucoup. Nathalie aussi. Alors Nat, je pense que c'est Nathalie, elle salive aussi. Véronique, elle se crispe votre bouche. Salivation, etc. Salive. La salive, c'est la majorité. Ok. Expliquez-moi pourquoi vous salivez. C'est pas bon, hein? On salive d'avance de ce qu'on va apprécier. Mais là, c'est pas bon du tout. C'est mauvais. Eh bien, vous salivez, messieurs, dames, parce que la salive, c'est la réponse biologique
à quelque chose d'absolument infect dans votre bouche. C'est le moyen de diluer ce truc que vous avez avalé. Ça salive, ça pique, le sel, on en passe au-dessus, ça supporte, mais alors, c'est mauvais. C'est extrêmement mauvais. Vous salivez en majorité. D'accord? Et vous salivez parce que votre biologie met en place un mécanisme de défense biologique. Votre biologie va se défendre contre l'agression que vous avez dans votre bouche. D'accord? Saliver, c'est diluer l'agression dans la bouche. Parfait. Bon, maintenant, je vais vous demander, vous allez bien dans vos têtes? Ouais, carrément. Est-ce que vous allez bien dans votre tête? Est-ce que ça va bien de saliver alors que vous n'avez rien dans votre bouche? Vous n'avez rien. J'ai dit, vous imaginez. Ah. Eh bien, ouais, c'est ça votre inconscient. Pour votre inconscient, il n'y a pas de virtuel, il n'y a pas d'imaginaire, ni de temporalité, tout est réel et maintenant. J'ai raconté une histoire, vous êtes plongé dedans, votre inconscient a imaginé et il a créé la réponse réelle, biologique, à une agression qui n'existe pas. D'accord? Et votre inconscient, il fait ça en permanence. À chaque instant, dans tout ce qui se passe dans votre vie, il va aller projeter la défense qu'il doit mettre en place contre une agression potentielle que vous imaginez dans le futur, ou qui n'est vraiment, qui n'est pas réelle. D'accord? Votre biologie réelle va réagir à un ressenti d'agression, même s'il n'est pas réel. C'est de l'induction, Alexia. Le problème de l'induction, c'est qu'on induit dans le cerveau inconscient. Et on peut induire, Alexia, parce que notre cerveau inconscient n'a pas de virtuel, pas d'imaginaire, ni de temporalité. Et il fait ça, lui, tout seul, en permanence. Combien de fois vous avez imaginé que là-bas, il fait froid, et puis vous avez tremblé? Juste en imaginant que dehors, il fait froid. Vous tremblez déjà de l'intérieur, alors que vous n'avez pas froid à l'intérieur. D'accord? C'est une réaction biologique inconsciente à une agression virtuelle, imaginaire et potentiellement future. Et votre cerveau, qui n'a pas de temporalité, il fait ça tous les jours. Donc tous les jours, il est en train de vous défendre contre ce que vous avez vécu dans le passé, parce que s'il n'y a pas de temporalité, ce qui est dans le passé, c'est encore valable. Chez cette femme, elle est encore la petite fille abandonnée à 4 ans par ses parents. D'accord? Et d'ailleurs, au miracle de la Teft, je suis arrivé à identifier que le jeune homme qui l'a abandonné à 16 ans, son mari qui l'a abandonné à 32 ans, ils ont tous les deux des dates de conception, de fête ou de prénom qui correspondent à la date de ses parents. Donc ces deux personnes qui l'ont abandonné ne sont qu'une projection de son inconscient sur « on m'abandonne encore une fois et c'est les mêmes qui m'abandonnent ». Votre inconscient est très fort pour ça et il fait ça en permanence. Et quand on a compris comment il marche, quand on a les outils PNL pour l'aider, ça devient juste délicieux. Parce que, selon le décodage biologique, vos organes correspondent à des ressentis. On appelle ça le sens biologique de l'organe. Votre thyroïde, par exemple, c'est l'organe qui gère la temporalité, le rythme dans votre corps. Le rythme basé sur des hormones qu'elle va diffuser plus ça ou plus ça pour ralentir votre métabolisme la nuit ou l'accélérer quand vous êtes en activité le jour, premièrement. Et puis qui va l'accélérer quand vous grandissez et puis qui va ralentir quand vous arrivez à l'âge adulte. Il y a plein de rythmes dans le corps et des rythmes qui sont repérés par des hormones. C'est tout. La thyroïde, c'est son boulot. Donc, son boulot, c'est d'accélérer ou de ralentir. Donc, dès qu'il y a un ressenti de « il faut que je fasse vite, 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 vite pour courir, rattraper mon gamin avant que le camion l'écrase », par exemple, eh ben, c'est votre thyroïde qui dit « t'as pas été assez rapide ». Ou alors, elle va dire ça dans le cas d'une hyperthyroïdie, pour vous forcer à être plus rapide, ou votre thyroïde va faire une hypothyroïdie pour ralentir le temps, pour que vous ayez le temps d'attraper votre gamin avant que le camion arrive. Ça, c'est le ressenti de chacun. Je ne suis pas allé assez vite, ou ça s'est passé trop vite. C'est un ressenti propre à chacun. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est que c'est en permanence différent. Mais c'est toujours le même ressenti. L'épiderme, le dessus de votre peau,
Ça nous parle de séparation. Donc, toutes les maladies qui concernent l'épiderme nous parlent d'un conflit de séparation. Pas d'un conflit d'urgence comme la thyroïde, c'est un conflit de séparation. Je suis séparé de mon enfant, qui s'est fait écraser par le camion. Si mon ressenti, c'est je suis séparé de lui, il ne reviendra jamais près de moi, je peux développer une maladie sur l'épiderme. L'eczéma, par exemple, c'est un peu léger. Mais plutôt un cancer de la peau, parce que ça, c'est l'émotion est plus forte. Pour cette perte d'enfant, par exemple, les gonades, donc testicules et ovaires, vont nous parler d'un conflit de perte d'enfant, puisque ce sont les organes qui servent à refaire des enfants. Les muscles nous parlent d'impuissance, un conflit d'impuissance. Je ne suis pas assez puissant. Et je suis nul, c'est pareil que je ne suis pas assez puissant. Je suis nul, je ne vaux rien. Ça peut être les muscles ou les os. La dévalorisation, je ne vaux rien. Je ne suis pas assez fort, je ne vaux rien. Si je ne vaux rien, c'est les os, c'est la dévalorisation. Pourquoi? Parce que l'os, c'est ce qui nous tient debout en stature, c'est ce qui tient notre corps sur lequel vont se rattacher tous les organes. C'est ce qui donne notre valeur, notre verticalité, en fait. Si on n'avait pas d'os, on serait une tas de flaques d'organes qui ne feraient pas grand-chose. La vessie nous parle, chez les hommes, d'invasion des limites du territoire. Chez les femmes, d'organisation dans le territoire. C'est un peu différent. L'estomac nous parle de tout ce qui est indigeste. Tout, puisque l'estomac, c'est le premier organe à digérer. C'est le premier qui va servir vraiment à la prédigestion. Et c'est le dernier stade où on peut encore rejeter quelque chose. Donc, il nous parle exactement d'acceptation. Est-ce que je peux accepter ce qu'on me donne ou pas? Et ce qu'on me donne, c'est réel ou virtuel. Je ne peux pas accepter que ma compagne se fâche avec moi quand elle revient, puisque moi, je voulais me nourrir d'elle, en quelque sorte. Les bronches, un manque d'espace, puisque l'espace, bref. Et je ne vais pas rentrer dans vos réponses, Luce, l'infarctus, c'est une maladie particulière qu'on développera dans le décodage biologique. Il y a des très grands livres qui existent. Celui-ci, par exemple, s'il veut bien me le montrer, voilà. Le décodage biologique des maladies selon Christian Flech. C'est lui que je vous recommande, pas celui de n'importe qui d'autre, parce que c'est lui qui vraiment utilise le sens biologique des organes. Dans l'infarctus, il y aura toute l'explication de pourquoi le muscle cardiaque fait un infarctus. Le pourquoi, pas le comment, parce que le comment on sait par cœur, c'est la médecine qui nous aide. D'accord? Donc ça, c'est le grand principe du décodage biologique. On va aller retourner là où ça fait mal pour enfin y mettre de la lumière, c'est-à-dire que je vais retourner avec cette femme à ses 4 ans, d'abord à ses 8 ans pour le deuil de son grand-père, et ensuite à ses 4 ans pour l'abandon par ses parents. Je vais trouver le sens de son symptôme qui n'est pas physique, mais ça fonctionne pareil. Retrouver l'instant du choc, ça c'est les 4 ans. Lui faire exprimer ce qui s'est imprimé, ça c'est un travail en thérapie familiale, puisqu'on est dans la case Y%. Lui faire connecter à nouvelles ressources et transformer l'instant du choc avec de la PNL, du travail sur les croyances, de la symbolique, des rituels, etc., etc. Donc, elle va pouvoir sortir de son conflit. Qu'est-ce que c'est que les défaillances parentales enfouies par le loyauté familial archaïque? C'est Y% du problème. Et donc, la tête, je vous ai dit, elle va s'adresser en priorité à la source la plus grande. La source la plus grande chez cette femme, je sais que c'est le deuil, parce qu'il faut du temps pour qu'il fasse le deuil. Mais ensuite, je vais aller voir l'abandon parental. Parce que dans sa vie, aujourd'hui, qu'elle a vécu elle-même dans sa biologie, même s'il y a des ancêtres qui ont perdu des enfants, etc., ce ne sont que ce qu'on appelle des rails transgénérationnels, c'est-à-dire la cause de la répétition. Mais elle-même, elle a vécu cet abandon, donc c'est dans son corps et dans ses cellules, donc il faut absolument travailler ça, et on ne peut pas aller chercher dans le transgénérationnel sous peine de louper la majorité de ce qui pourrait l'aider. Mais la majorité, parce que chez elle, s'il y avait un pourcentage à donner, le deuil de son grand-père, c'était 20%, il y avait 60% sur cette
abandon par ses parents. C'est ce qui a dirigé toute sa vie. Je vous ai dit, elle a choisi son premier petit copain avec les dates de ses parents, son mari aussi. Elle a répété cet âge-là de 4 ans. Donc, si on ne travaille pas ça, on va travailler que les 20% qui restent du deuil et les 20% transgénérationnels. Vous faites 40% du travail. Pourquoi, avec la TEFT, on peut faire 100% et on peut commencer même par ça? Donc, on travaille ça. Est-ce que vous êtes dans la loyauté familiale archaïque? Il y a une question, le switch PNL. Oui, on peut utiliser le switch. Mais le switch, c'est un petit outil de la PNL. C'est vraiment un tout petit outil. Moi, la PNL, j'utilise en tant que méthode générale de tous les outils que je vais utiliser en thérapie familiale. Pour la vessie, pour la femme, Sylvia, j'ai dit que c'était un conflit d'organisation de l'espace intérieur. L'intérieur de la maison, je ne sais quoi. Il y a une autre référence, mais ce n'est pas le lieu. On verra peut-être dans les questions tout à l'heure si on a du temps. Maintenant, j'ai une petite question à vous poser. De votre famille que vous avez eu enfant, vos parents et vous, plutôt vous, vos parents, vous diriez quelle était? Il y a 6 propositions, vous choisissez celle qui vous parle le plus et vous les mettez dans le chat, s'il vous plaît. C'est parti. La famille que j'ai eue avec mes parents et moi, elle était 1, normale, 2, toxique, 3, parfaite, 4, pas idéale, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, donc je ne peux pas leur en vouloir. 5, c'est grâce à ce que j'ai subi enfant que je suis qui je suis. 6, j'ai eu tout ce dont j'avais besoin pour grandir. Un toit, à manger, l'école. Allez, je vous écoute. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a peut-être plusieurs réponses par personne. Je bois un coup pendant que vous répondez. Muriel ne m'a pas dit, m'a dit de ne pas répondre. Alors, je ne dis pas la réponse de Muriel. Myriam, elle est 4. Luce, elle est 5. Martine, elle est 6. Coralie, elle est 4. Véronique, 4 et 5. Sandrine, 4 et 6. Il n'y a aucune famille normale ou parfaite. Sophie, 2 et 4. Toxique, mais c'est grâce à ça que je suis qui je suis. Ouais, donc 2 et 5. Ça marche, Véronique. Ingrid, 6. Sabrina, 2 et 6. Allez, encore un petit moment, je vous laisse encore 2 secondes. Et je vais mettre en rouge les réponses qui signalent que votre famille, que vous êtes en loyauté familiale archaïque. 3, 5, 6 pour Lydia, Stéphanie 2, plus 4, plus 5, ça donne 4, 2, 5, 6. Alexia, 2 et 5. Ok, c'est parti, les bonnes réponses qui me donnent un indice comme quoi vous êtes en loyauté familiale archaïque, c'est la 3, la 4, la 5, la 6. Voilà. Selon mon expérience, quand vous dites avant tout le reste, 3, 4, 5, 6, et pas 1 ni 2, vous êtes en loyauté. Quand vous dites 1, c'est très bien, et vous avez de la chance, c'est parfait, on ne revient pas dessus. Le 2 toxique, ça veut dire que vous êtes capable d'avoir vu à quel point ils ont été mauvais, et vous n'êtes plus en loyauté. Il n'empêche que bien souvent, les gens sont coincés là parce qu'ils n'ont pas les solutions pour se débarrasser de la toxicité qu'ils ont vécue. Et c'est là que la TEFT intervient quand même, qu'elle peut intervenir quand même. Pourquoi 3, 4, 5, 6 ? Il n'y a pas que 3, 4, 5, 6. Il y en a d'autres. Allez, je vous en mets une autre série. Il y a aussi « Mon père était jamais là, donc j'étais libre », qui indique que vous êtes en loyauté. Alors, vous êtes en loyauté, vous êtes potentiellement en loyauté, parce que c'est quand même que du potentiel. J'ai 80%, voire 95%, j'exagère pas beaucoup. Le 8, ma mère était une angoissée de la vie, ça crée de la loyauté. Alors, oui, Muriel, c'est pas parce que vous avez dit 2 que vous n'êtes pas en loyauté. Ça veut dire que vous êtes sorti, vous avez ouvert les yeux, mais c'est pas encore réglé. Le 9, ma mère a perdu la sienne très jeune, a toujours été très fusionnelle, elle et moi. À partir du moment où vous êtes fusionnel avec votre mère, il y a une loyauté. Avec votre père aussi, ça marche dans les deux sens.
8 pour Corinne, on l'a dit. 10, mais si mes parents... Alors ça, c'est la plus belle. Si mes parents mouraient demain, ce serait insupportable. Juste ça. Celle-ci, c'est celle avec laquelle je travaille globalement le plus, puisque les gens arrivent vers 60 ans et leurs parents ont 80, et c'est très dur de les voir vieillir parce qu'ils vont bientôt mourir. Florence, 11, oui, mon père est tombé très malade quand j'étais petite. Et à partir du moment où il est très malade, il ne joue plus vraiment son rôle, donc il va manquer quelque chose à la petite fille. Alexia, aucune, parfait, Alexia. Alexia, 9, mais elle est aussi morte très jeune, et ben en plus, ça n'arrange pas les choses, 7 et 8. Voici tous les exemples qui disent ça. Pourquoi? Ces phrases, ce sont toutes celles qui, avant toute chose, c'est pour ça qu'Alexia m'a parlé de... C'est pas Alexia, c'est Luce, m'a parlé de résilience. Donc si, avant toute chose, vous utilisez une phrase qui pardonne ou excuse ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait ou pas fait, du genre elle n'est pas de la sienne très jeune, ma mère était angoissée, mon père tombé malade, tout ça, c'est des excuses ou des façons de pardonner. Vous êtes, a priori, en loyauté familiale archaïque. Mais pourquoi vous l'êtes? Pourquoi vous devez l'être, en fait? Pourquoi ça a le sens? Quel sens ça a d'utiliser ça? Eh bien, c'est très simple. Parce que de toute façon, vous avez que 2 parents, vous ne pouvez pas les changer. Alors à quoi ça sert de vous torturer avec le problème qu'ils ont eu? Il n'y a que les gens qui voient leurs parents toxiques qui sont dans une difficulté plus grande parce qu'ils ne savent pas quoi faire de cette toxicité, ils ne savent pas comment la renvoyer, ils ne savent pas comment la traiter. Et souvent, c'est des gens qui ont coupé le lien avec leurs parents et qui sont pour autant pas mieux. D'accord? Mais notre inconscient à nous va nous proposer de ça, va nous protéger de ça, va nous placer dans le déni. D'accord? Grosso modo, on va faire l'autruche pour surtout pas voir ce qui va pas bien. Parce que de toute façon, j'ai que 2 parents et je ne peux pas les changer, alors à quoi ça sert de me torturer avec ça? Parfait. Le déni, c'est la seule solution pour arriver à vivre avec ce qu'ils ont mal fait. Je ne dis pas que c'est votre cas à tous, hein, mais quand vous utilisez ces phrases qui, avant toute chose, pardonne, excuse, il y a des chances que vous soyez en loyauté. Mais ça se vérifie vite. Pourquoi? J'aime bien expliquer pourquoi je dis ça. À cause de modes de construction de cette loyauté familiale archaïque. Nous, humains, on est piégés et on tend à s'enfoncer. La façon dont cette loyauté est construite nous piège et nous enfonce. Il faut un sacré travail bien précis, qu'on fait en TEFT du coup, pour sortir de ça. Cette loyauté familiale archaïque, elle s'est construite depuis le début de l'humanité, et même avant, elle est renforcée par 2 autres systèmes plus récents. Symboliquement, ça donne ça. Le début de l'humanité, l'homme préhistorique dans sa grotte, le judéo-christianisme, et les gens qui ont une certaine autorité. On va dire les thérapeutes pour faire plus simple, mais aussi les gens que vous écoutez, les gens qui sont importants pour vous, ceux qui ont de l'autorité. Ok, je vous explique comment ça marche. Et je commence par les origines, l'homme préhistorique. Allez, il y en a qui ont déjà les réponses, donc je vous prie de ne pas répondre, c'est pas bon. Mais le bébé, l'enfant, chez l'homme préhistorique, qu'est-ce qu'il a comme besoin vital de sa mère? Qu'est-ce qu'il doit absolument avoir de sa mère, sinon il meurt? Vous avez 30 secondes. Et répondez pas à la protection. Vous me le faites à chaque fois. Mais à chaque fois, je vous dis, ben oui, mais c'est plus compliqué que ça. Donc, oubliez la protection, cherchez au-delà de la protection. On va peut-être parler de protection après, mais pas là. De quoi le bébé de l'homme préhistorique a besoin d'une façon vitale de sa mère? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, c'est la vôtre. Vous répondez, c'est... Allez, vous répondez pas? Ah non, je ne vois pas le chat. Oups, pardon. Oups. La nourriture. Alors, là, c'est moi qui va. Manger, le lait, la nourriture, l'amour. Jérôme, le lait, la présence, se nourrir, manger, avoir chaud.
Ok, pour manger, avoir chaud, qu'est-ce qu'il lui faut? De l'amour. Ben oui. Si maman ne l'aime pas au moins un petit peu, il va pas être nourri, il va pas être contre sa mère. Donc il fait quoi dans la grotte? Ben il meurt. Soit de faim, soit de froid. C'est cool, hein? Donc j'ai besoin de l'amour de maman. L'amour va apporter la nourriture et la chaleur. Sans amour, le rejet. Notez. D'être rassuré, non, c'est pas ça, Florence. J'ai parlé de sécurité, c'était pareil. Et du père. De quoi l'enfant de l'homme préhistorique a besoin de son père? Ne répondent que ceux qui n'ont jamais vu cet exemple-là. Ça me permet de savoir un peu où vous en êtes. Et mon chat ne défile pas tout seul. La sécurité, le toucher, sécurité affective et alimentation, voir les expériences nazies, oui, la protection. Muriel. Pourquoi vous répondez en privé, Muriel? Ça intéresse tout le monde, vos réponses. Antoine, la protection, l'amour aussi. Non, Sabrina, pas l'amour, c'est pas le travail du père, désolé du bruit. Apprendre à chasser, autonomie, non, le bébé, il a pas besoin d'apprendre à chasser. Il n'en est pas encore là. La sécurité, oui, la sécurité, mais comment il a la sécurité? Il n'y a eu qu'une seule bonne réponse. J'espère que ce n'est pas quelqu'un qui le connaissait. Non, il y a eu 2 bonnes réponses, je crois que j'ai lu. Ben non, j'ai eu qu'une bonne réponse. Mais elle était en privé, donc vous n'avez pas profité. Pour avoir la protection de son père, le bébé de l'homme préhistorique a besoin de sa reconnaissance. Ah, ben oui. Si papa ne reconnaît pas son enfant, ou si papa ne reconnaît pas un enfant du clan, on va élargir un petit peu parce que les théories commencent à bouger là-dessus, mais peu importe, si papa ne reconnaît pas son enfant, il n'a pas de protection du père, il n'a pas de place dans le clan. On le met dehors devant la grotte et il sert de casse-croûte au lion. Sécurité, ouverture à l'extérieur, non Brigitte, ou plutôt oui Brigitte, mais comment? Parce qu'il a la reconnaissance d'abord. Ensuite, je vais vous épargner la question, l'homme préhistorique adulte a besoin de la protection du clan pour survivre. Lui ne survit pas sans la protection du clan. On ne peut pas vivre dans une grotte tout seul comme un homme préhistorique. Simplement parce qu'on se fait attaquer, on se fait bouffer. Et simplement parce que si on sort chasser, on se fait bouffer nos victuailles dans la grotte. Donc, il a besoin du clan. Tout ça, depuis 3 millions d'années que l'homme existe, ça fait que mon inconscient, à moi, archaïque, le cerveau reptilien, vous avez entendu parler peut-être de ça, a appris que j'ai une obligation vitale de loyauté au clan et à mes parents. Pourquoi au clan? Parce que si jamais je ne suis pas loyal au clan, si jamais je ne respecte pas les règles, ben je dégage et je meurs. C'est pareil pour maman. Si jamais je crie trop fort, et ben, elle me dégage et je meurs. Et pareil pour papa, d'accord? Pour ma propre survie, je suis loyal au clan. Ça implique plein de choses, ça. Ça fait 3 millions d'années. Du coup, on va voir pourquoi c'est encore actif chez nous. Parce que c'est vieux, ça, la grotte. Hein. On est passé à autre chose maintenant. Et bien justement, si l'humanité est âgée de 3 millions d'années, c'est à peu près l'âge auquel on retrouve les premiers rites funéraires qui sont signes d'humanité parmi les hommes de Néandertal. Depuis combien de temps on peut vivre dans une cabane au fond des bois en sécurité? En sécurité, ça veut dire sans se faire bouffer par les ours, les loups et tuer par les bandits. Hein. C'est ça la sécurité. Parce que, allez, là aussi, je suis optimiste, je vous donne 300 ans. Parce que je suis optimiste. On est en 1700 à 300 ans. En 1700, il y a encore des loups, il y a encore la bête du Gévaudan, il y a encore des ours, il y a encore des bandits, mais 300 ans, ça fait un calcul plus simple à faire. Donc, si vous dites 100 ans, eh ben, très bien. Depuis le feu, non, Carole, on ne vit pas en sécurité dans une cabane depuis le feu, c'est bien l'ordre de ça.
Donc ces 300 ans sur 3 millions d'années, ça fait un 10 millième du temps écoulé depuis que l'homme existe. Un 10 millième depuis que notre cerveau reptilien enregistre l'expérience humaine pour nous la resservir à chaque naissance. D'accord? Donc si un 10 millième de temps, ça fait quoi un 10 millième de temps? C'est un peu compliqué à avoir un 10 millième de temps. On va transformer ça. Si proportionnellement on prend ces 3 millions d'années, qu'on les réduit à 1 an, l'homme est en sécurité depuis combien de temps? 1 an égale 3 millions d'années, ça fait combien de temps? 300 ans. Et je suis optimiste en 300 ans, hein, c'est peut-être même 3 fois plus que j'ai dit. Que la réalité, il y a peut-être 1900, je pense qu'on peut dormir dans une cabane sans problème. Eh bien, 300 ans, ça fait déjà que sur 1 an que l'homme est soumis à la loyauté du clan et aux parents pour survivre. 3 millions d'années, 2024, ça fait 1 an, je vous ai fait le calcul, ça fait 52 minutes. Et ça, on calcule avec 300 ans. Si on prend 100 ans, c'est 3 fois moins. Donc, l'homme préhistorique est poursuivi par les loups. C'est ça, hein, le résumé. Il est poursuivi par les loups, il doit avoir son clan pour le protéger. Depuis 364 jours, 23 heures et 8 minutes. Et là, ça fait 52 minutes qu'il est dans sa cabane et qu'il est tranquille. Est-ce que vous pensez qu'il a même seulement fini de transpirer? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, et c'est parce qu'on est depuis aussi longtemps dans la survie qu'on n'en sort pas encore et qu'on est encore dans la loyauté au clan. Ce qui fait qu'à chaque fois que le clan nous impose une règle, eh ben, inconsciemment, on la suit. Il y a plein d'expériences sociales qui le montrent. Je vous ai mis ça, c'était 52 minutes, ou 3 millions d'années, j'ai mis ça sur 10 mètres. 3 millions d'années égale 10 mètres, ça pourrait la longueur de votre maison. D'accord? Sur 10 mètres, ça fait 1 millimètre. Vous imaginez bien que tout ce qui s'est passé sur 9 mètres 99, 9, c'est pas fini. Eh bien, votre inconscient, il est en mode survie depuis le temps qu'il a passé en mode survie, à cause de ça. Et donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, il faut qu'on trouve des outils inconscients pour aller parler au cerveau reptilien. C'est la seule façon de sortir de la survie. Et de sortir de l'archaïsme et de la loyauté. Mais cette loyauté, elle ne vient pas que de ça. Elle vient aussi de nos drames résolus par nos ancêtres. C'est 20h16. Ok, je vais commencer à être à la bourre. Je vais aller très vite sur les conflits transgénérationnels et pourtant, ça me passionne. Alors, si vous voulez voir, je vous préviens tout de suite, si vous voulez voir le développé de tout ça avec du temps d'explication, à peu près 1h30 par thème, vous cherchez sur YouTube mon nom, Christophe Rossa, et vous aurez toute ma chaîne YouTube. Hop. Je fais 2 bêtises. Je vais corriger 2 bêtises. Hop. Voilà, j'en ai corrigé une. C'est pas mal. Je vais aller sur ma page et vous mettre le lien tout de suite parce que eh ben forcément, je ne l'ai pas fait avant. Poum, 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 poum. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai à préparer pour la prochaine fois. Vous allez sur hop, ma chaîne YouTube et vous verrez tout ça. Alors, voilà. Ça, c'est ma chaîne YouTube. Vous trouvez tous les vidéos, tous les détails dans les playlists. Il y a des playlists spéciales d'écoutage biologique, familial, transgénérationnel, thérapie émotionnelle, bref. Vous fouillez tout ça, vous trouverez tout votre bonheur et vous aurez le développé de tout ce que je vais dire. Là, je vais aller du coup assez vite parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille jusqu'au bout. Les conflits transgénérationnels, ils sont transmis par quels moyens? Pourquoi mes ancêtres, alors ancêtres, je limite à 5, 6 générations. Inaccessible le lien, il n'y a pas de raison, Véronique. Mais on verra. Eh bien, ça, c'est mon explication de pourquoi nos ancêtres nous ont transmis leurs conflits. Comment? Parce que, encore une fois, je m'intéresse au pourquoi et au comment de tout ça. Ça, c'est ma propre explication. On peut en discuter et c'est parfait. Erreur 404. Bon, ben laissez tomber le lien. Guillaume vous le mettra en propre. C'est pas grave. J'ai voulu faire un petit truc super et ça marche pas. Tant pis.
Donc, la vie, tout ce qui est vivant suit un cycle. Les saisons, le cycle menstruel pour les femmes, avec la phase féconde et le début des saignements, la cellule, la vie de la cellule, elle croît, elle se réplique, elle prépare la mitose et hop, division cellulaire et boum, elle meurt. D'accord? Comment se libérer de ce que les ancêtres ont fait? Ben justement, on va y venir. Pourquoi 5 à 6 générations? Eh bien justement, on va y venir. On va y venir peut-être ou peut-être pas. Je vais pas, encore une fois, je ne peux pas faire un résumé complet. Je vous dis, chaque portion me prend généralement une bonne heure et demie. Donc là, en 2 heures, je dois tout faire. C'est juste pas pensable. Vous pensez bien, j'ai réduit au maximum. Je vous donne les grands principes. Les petits détails, ce sera après. Le calendrier a été posé par les hommes pour se repérer dans les cycles naturels. 8000 ans avant Jésus-Christ. Donc depuis 8000 ans, il y a un calendrier qui donne au moins les saisons. Mais depuis 45 ans avant Jésus-Christ, il y a notre calendrier julien pour nous qui sommes dans un monde judéo-chrétien, bien sûr. D'accord? Ce n'est pas le cas dans les pays d'Afrique du Nord. C'était pas le même calendrier en Russie, par exemple, et dans plein d'autres continents ou pays. Le calendrier, il va nous donner des dates qui reviennent pendant tous les ans, depuis 2000 ans. Et ces dates, notre inconscient va les raccorder à des émotions, et plutôt des ressentis. Donc, à chaque naissance, il y a un ressenti. À chaque décès, il y a un ressenti. À chaque mariage, à chaque fête du prénom, à chaque diplôme, accident, etc. À chaque intense frayeur, à chaque échec, à chaque accident dramatique, il y a une date qui est ancrée. Et ces dates qui reviendront généralement tout le temps. Et bien, ces dates, c'est elles qui sont la clé du ressenti de nos ancêtres. Encore une fois, je vous donne un exemple parce que c'est plus simple. L'exemple que j'ai vu chez Elsa en 2011, je fais de la thérapie à Genève à ce moment-là, et elle vient avec sa mère, elle a un syndrome de Raynaud. Vous savez ce que c'est le syndrome de Raynaud? C'est les mains froides, les pieds froids qui n'arrivent pas à se réchauffer même en plein été, et là c'est clair, on est en mai, et elle a vraiment les mains froides. Hop. Ah ben j'avais le sondage de la famille. Merci, Guillaume. Je ne l'ai pas vu. 6, 15%, 23, 3, il n'y a pas beaucoup de... Mais il y a quand même 23% de familles parfaites. Ça, j'aimerais bien. Bref, je reviens au sondage, au développement, pardon, suivant le chat en même temps. Ce syndrome de Raynaud, mains et pieds froids, vous en avez peut-être. Il y a beaucoup de gens qui l'ont en tout cas. C'est pas la maladie de Raynaud avec les mains blanches et douloureuses. Non, c'est juste le syndrome, c'est froid. Elle, je repère qu'elle est de type gisante. Ça, c'est un terme que dit Salomon Selam. C'est-à-dire qu'elle est habillée en noir, maquillée en noir, les cheveux teints en noir. Elle est très pâle. Elle ne fait pas de bruit, elle est très discrète, on n'entend pas sa voix. Elle est un petit peu morte, en fait. Elle ressemble plutôt à une morte qu'à une jeune fille de 18 ans. L'hypothèse que fait le décodage biologique sur ce syndrome de Raynaud, parce que le décodage biologique est plein d'hypothèses qu'on vérifie à chaque fois, c'est « je dois rester au contact permanent avec les morts ». Pourquoi? En loyauté au clan pour honorer leur mémoire. Donc je pars de l'hypothèse d'emblée quand elle rentre dans la salle, tiens, elle doit rester au contact permanent avec les morts. Donc je vais orienter ma séance sur les morts. Parce qu'il y a un signe extérieur qui me dit ça. Et si je me trompe, ben je reviendrai après. Mais le premier signe biologique d'Elsa, c'est sa maladie. Et elle va dire qu'elle correspond à quelque chose. Non, elle n'est pas passeuse d'âme. C'est pas ça, Sylvia. Elle est victime. Elle ne passe pas les âmes, elle est là pour les honorer. Et mon boulot, pour qu'elle aille mieux, c'est de réparer ça, pour qu'elle vive sa propre vie en arrêtant d'être au contact avec les morts. Mais votre prénom Sylvia, il en dit aussi long, on va en parler. Je vais faire une séance avec elle sur la mort d'une petite copine quand elle avait, je crois, 8 ans ou 10 ans. Je ne sais plus, parce qu'en fait, elle a les mains froides depuis toute sa vie. Elle n'a jamais jamais eu les mains chaudes. Ça va améliorer d'un petit peu. Je crois que c'est... je lui ai fait noter ses mains sur... la chaleur de ses mains sur 20. D'accord? 20, c'est chaud, c'est normal.
Et là, on part de zéro aujourd'hui. Donc, je crois qu'elle prend 5% avec cette première séance où on traite un deuil, le deuil de sa petite copine, voisine qui était comme sa sœur. Et puis, deuxième séance, je leur demande de faire un arbre généalogique en leur expliquant pourquoi. La mère d'Elsa ne connaît pas de son histoire. Elle dit, bah, ok, on va demander. Et la troisième séance, elles reviennent avec ça. Alors, c'est pas exactement ça, je l'ai retravaillé pour qu'il soit plus clair, mais c'est le principe. Ça, c'est l'arbre généalogique du côté de son père. Elsa est en bas. Alors, Elsa Dupont, bien sûr, j'ai dû changer les noms de famille pour qu'elle m'autorise à utiliser son arbre et son exemple. Et je la remercie toutes les fois parce qu'il est très particulier et très pratique pour moi. Elsa a un père qui s'appelle Pierre Roger, qui a un père qui s'appelle Jean-François Léon. Ce Jean-François Léon, c'est le petit frère de Jean-François Léon. Ah, lui, il est mort à 4 semaines, en 1923 et en 1924. Ils ont refait un Jean-François Léon. Donc, Constant et Marcel n'ont pas fait le deuil de leur fils mort. Donc lui, il est là pour le remplacer. Il est là pour le remplacer. C'est ce qu'on appelle un gisant. Elsa, qui se fête le 17 novembre, c'est ce que j'ai stableté en vert, qui est née le 15 janvier, qui est donc conçue aux yeux des ancêtres le 15 avril. C'est mes propres règles, je ne vous expliquerai pas pourquoi maintenant, mais on y viendra plus tard. Peut-être, si on a appelé à se voir plus. Elsa porte à plus ou moins 7 jours, c'est ma limite à moi, je l'avais déjà à l'époque et je l'ai maintenue, plus ou moins 7 jours, 15 avril pour 22 avril, elle porte la même date que Jean-François. Mais elle porte aussi la date précise, là, c'est pas 7 jours, de son grand-père, Jean-François Léon. Donc elle porte l'histoire d'un enfant mort à 4 semaines et l'histoire d'un enfant mort qui est là pour remplacer un enfant mort, enfin d'un enfant qui est là pour remplacer un enfant mort. Et quand je lui pose la question, comment va ton grand-père ? Il ne doit pas être super joyeux. Elle me dit, moi je l'ai toujours vu dans son fauteuil, assis, sans rien dire. Donc il est un peu mort. Ok. Elle porte aussi l'histoire de Roger, qui est mort en 91 à 91 ans. Donc, ok, il a plutôt vécu vieux, cet homme-là. Et l'histoire de sa tante, là, qui est sur l'arbre de sa mère, vous verrez la suite tout à l'heure. Par contre, il y a quelque chose de très important que je vous signale. Elles arrivent toutes les deux avec une histoire dramatique de la famille, telle que celle qu'on va présenter en constellation familiale, par exemple. Constellation familiale classique. Pierre Roger a une mère, Monique, qui est la petite sœur de Roger et Josette. Et il se trouve que Edmond, le père de Monique, a disparu en s'engageant dans la Légion après la naissance de Monique, parce qu'on l'a accusé, visiblement c'était réel, on l'a accusé d'avoir abusé Josette. Ça, c'est le drame. Il y a un homme qui disparaît, qui a abusé de sa fille, c'est ce qu'on devrait travailler en constellation familiale. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais alors, vraiment pas. Elsa ne porte que l'histoire de Roger qui a vécu 80 ans. C'est tout, elle est en lien avec personne d'autre. Je ne vais pas, moi, en test, chercher ça. Ça n'a aucun intérêt pour la biologie d'Elsa, et vous allez voir comment. Ça, c'est la suite de l'arbre. J'ai reporté Elsa de ce côté, donc rappelez-vous, là, il y a 2 sœurs, les 2 premières sœurs de la famille, enfin de la fratrie. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de plus, ça fait déjà 10. Et ça, c'est du côté de la mère d'Élisabeth. Élisabeth, qui est la petite dernière d'une fratrie de 4, qui est la fille de Jean-Pierre Victor. Et Élisabeth, quand elle a fait l'arbre avec Elsa, elle a appris qu'elle avait une tante, 2 tantes, un oncle, un deuxième oncle, qui sont morts à 10 mois, à 4 mois, à 12 mois et à 17 mois. Alors, je ne vais pas vous rassurer, il y en a encore là après, à 5 mois et à 5 mois. Donc, sur 12 enfants, il y en a 6 qui sont morts et Élisabeth ne le savait pas parce que son père n'en a jamais parlé. Pourquoi ? Pourquoi Jean-Pierre Victor n'a jamais parlé de ses 6 frères et sœurs qu'il a vu mourir? Alors bien sûr, là il a 2 ans, là il a 3 ans, là on est en 36, il a quand même 5 ans, et puis là en 43, il a 12 ans, et après il a encore plus. D'accord? Pourquoi Jean-Pierre Victor n'en a jamais parlé d'après vous? Question. Anaé, je ne me souvenais plus que tu m'avais diagnostiqué un syndrome du gisant. Depuis, j'ai su pour une jumelle perdue.
Alors, Anaël, les grossesses gémellaires sont 30% des grossesses. Donc, biologiquement, ce n'est pas vraiment le syndrome de la jumelle perdue qui va avoir un impact sur ton état de gisante. Ça a un impact à quelques pourcents peut-être. Mais il faudrait peut-être remonter un petit peu plus haut et voir ce que tu portes de plus pour avoir ce syndrome du gisant. Donc les gens, pourquoi Jean-Pierre Victor n'a rien dit du tout? Eh bien parce que Pierre et Charlotte n'ont jamais fait le deuil des uns et des autres. On a des preuves de ça. Et c'est là, on a besoin juste des dates et pas de l'histoire. C'est ce que je vous disais. Je pense qu'il est trop ancien, que ça ne l'intéressait pas, mais Jérôme, Jean-Pierre, il n'est pas ancien. C'était peut-être très fréquent, les enfants. D'accord, c'est très fréquent. Oula, vous me sortez des réponses que je ne m'attendais pas. Même si c'est fréquent, Jean-Pierre Victor sait qu'il a 6 frères et sœurs morts. Il en parle à ses enfants. Ils ont des tombes, ces enfants-là, normalement. Bien sûr que si, ça a un impact. Ça devrait avoir un impact. Jean-Pierre Victor devrait le savoir. Et ça sort juste du livret de famille. C'est parce que c'est écrit dans le livret de famille qu'on a l'information. Sinon, c'est secret. Jean-Pierre Victor n'en parle pas parce que Pierre et Charlotte, ses parents, n'ont pas fait le deuil des uns et des autres. Donc eux-mêmes n'en parlent pas. Ils n'ont jamais rien dit du temps où Élisabeth les a connus. Elle les a connus longtemps. Enfin, pas le père parce qu'il est mort juste après sa naissance, mais la mère, Charlotte. Elle n'a jamais parlé de ses enfants morts. Et il se trouve, regardez un petit peu les reports stabilo que j'ai fait, qu'elles apportent l'histoire de Jeanne Colette qui est morte le 22 avril, de Juliette qui est morte le 14 avril. Elle ne porte pas l'histoire de Paul Maurice, à moins qu'en juin, mais il n'en a rien. Donc elle ne porte pas l'histoire de Paul Maurice. Par contre, elle porte l'histoire du remplaçant de Paul Maurice qui, lui, est né quand? C'est un Paul Maurice. Donc voilà, on est sûr que Pierre-Édouard et Charlotte n'ont pas fait le deuil puisqu'ils renomment, comme Jean-François Léon avant. Ils renomment Paul Maurice. 21 avril, il va naître le 21 avril, à 7 jours du 14, à 1 jour du 22, pour remplacer les deux sœurs mortes, portant le prénom du petit garçon mort. Il va mourir à 17 mois, le 20 novembre, encore la date d'Elsa. Et Elsa porte aussi la date de la conception de Pierre-Édouard et la date de la fête Constance de sa grand-mère. Elsa est là pour remplacer, on dit même honorer, tous les morts dramatiques de sa famille. Je n'ai pas l'information sur les Marie-Noël et Bernard-Claude parce que je n'ai pas toutes leurs dates. Donc, je ne peux pas vérifier. Et je ne l'ai pas fait. Et du dernier côté de sa mère, la mère de sa mère, elle est en lien avec Jean-Joseph. 31, 33, 37, c'est un rythme de naissance tout à fait, on va dire, normal. Et Elsa n'est pas en lien avec elle. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler ça. Qu'est-ce que je fais? Je travaille. Je sais ce que je sais faire en TEFT. Et donc, à la 4e séance, on fait le travail thérapeutique. Alors, elle prend conscience, elle gagne 10% de chaleur. On fait le travail thérapeutique. Et à la 5e séance, Sylvia, c'est pas la 3e. Sylvia, c'est la 2e. Elsa, c'est la 2e. Il n'y a pas d'ordre de fratrie dans cette histoire-là. Il n'y en a pas toujours. Donc, au bout de 5 séances, quand je la revois après la 4e séance où on fait le travail thérapeutique, elle a les mains et les pieds normaux. Elle a 20 sur 20 et c'est chaud et elle est contente et elle est ravie et c'est génial. Elle est maquillée en couleur. Elle a laissé tomber le noir, elle a acheté du vert. Elle est revenue à la teinte naturelle de ses cheveux. Elle est habillée non pas en noir, mais normalement. Et elle sort désormais avec ses nouveaux amis. Ça, c'est quand elle a 18 ans. Je vais la recontacter à 22 ans pour demander l'autorisation d'utiliser. Et elle va faire des études de communication en événementiel. Elle est revenue complètement dans la vie, Elsa. Donc, elle portait ces morts-là pour les honorer. On a fait le travail nécessaire chez ses ancêtres avec les outils TEFT pour réparer cette histoire, mais vraiment avec eux. Je ne sais pas si j'ai noté. Si. On fait comme ça. La première option, c'est on a un arbre généalogique et on travaille au cabinet en tête-à-tête. On va rechercher des dates communes avec ses ancêtres à plus ou moins 7 jours. C'est ce que je fais avec Elsa. On va rechercher le drame de type survie de l'espèce, donc des décès d'enfants jeunes ou décès des parents avec enfants en bas âge. C'est les 2 drames
survie d'espèce que je vais chercher. Ensuite, je fais une réparation transgénérationnelle avec la consultante dans ce cas-là. C'est-à-dire que je fais exprimer ce qui n'a pas été et je fais reconnaître et accepter les blessures des uns par les autres. Rappelez-vous, le biochoc, c'est quand je n'exprime pas mon ressenti. Eh bien, en séance, je fais juste remonter le temps au consultant qui va prendre la place des ancêtres et qui va exprimer ce qui n'a pas exprimé. Les tensions sont apaisées, moi c'est ce que je veille au niveau décodage biologique pour que ça fonctionne. Le consultant valide par ses ancêtres de lui-même sa liberté sur l'autre qui a tenu jusque-là, et donc c'est terminé. C'est terminé, il n'est plus là pour réparer l'histoire, donc il ne porte plus l'histoire parce qu'il l'a réparée pour lui-même et pour ses descendants aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça a fonctionné en 5 séances parce que j'ai perdu une séance pour aller faire le deuil de sa petite sœur. J'ai perdu une autre séance pour leur expliquer comment ça allait marcher. Si elles étaient venues tout de suite avec un arbre généalogique, j'aurais tout de suite cherché ça et c'était plié en 2 séances. D'accord? Et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui au cabinet, classiquement, et sur tous les problèmes. Il y a une deuxième option, c'est on a un arbre et on fait une séance de groupe. La séance de groupe, c'est pareil, on va rechercher la famille dramatique dans l'arbre, on va mettre en place cette famille lors d'une séance de groupe en constellation que j'appelle ancestro-familiale, et je vais faire, moi, thérapeute TEFT, une réparation transgénérationnelle avec le consultant à la bonne place dans cette famille. C'est-à-dire faire exprimer ce qui n'a pas été, faire reconnaître, accepter les blessures des uns par les autres, et les tensions sont apaisées à ce moment-là. Le consultant profite lui-même de ce que je l'ai aidé à réparer dans cette famille, en direct, et c'est terminé. Ça prend une fois, elle ne reviendra jamais dessus, et on est sûr qu'on travaille sur la bonne famille, parce que les dates nous ont donné les liens. Et trouver les liens avec les dates, c'est important. Sylvain, et quand on ne sait pas qui est notre père, eh ben on travaille l'abandon de papa, donc le manque de masculin. Il y a énormément de travail à faire en thérapie familiale. La troisième option, c'est une séance de groupe sans arbre. Parce que des gens n'ont pas fait d'arbre, parce qu'ils ont juste envie de faire une constellation, ils viennent faire une constellation ancestro-familiale. Là, ça se passe différemment. Je vais, moi, aller chercher la racine du problème, donc la famille dramatique, c'est pareil, qui va être le problème présenté par le consultant, et je vais le faire grâce au décodage biologique et aux réactions des miroirs, donc des représentants, si vous voulez, et je vais aller faire la réparation transgénérationnelle avec les miroirs dans cette famille, pour faire exprimer ce qui n'a pas été exprimé, exactement le même travail. Je vais faire exprimer ce qui n'a pas été exprimé par tous les membres de la famille à chacune des places importantes, et je vais m'assurer dans le ressenti physique du miroir que c'est OK. Et à la fin, je fais redescendre vers le consultant à travers tous les miroirs, à travers tout l'arbre généalogique, tous les bénéfices, les valeurs positives de ses ancêtres réparés, et lui, il en profite pleinement, physiquement, dans son ressenti. Il n'est pas du tout exclu de mes constellations ancestro-familiales. C'est ma façon de faire. Un petit exemple très rapide avec un tableau, un exemple concret sur une leucémie. C'est Chantal qui vient me voir avec une leucémie. Elle m'a ramené toutes ces dates, toutes ces analyses, pardon. J'ai rempli tout le tableau moi-même, parce qu'elle ne le faisait pas, parce que ça m'intéressait moi. On voit que tout ce qui est en bleu, là, c'est la légende qui est en dessous. En bleu, c'est plus foncé, c'est loin, loin en dessous des normes. En jaune, c'est juste limite. En vert, c'est très bien. En vert, c'est juste au-dessus de limite. En orange, c'est beaucoup au-dessus. Et en rouge, c'est long au-dessus. Donc, vous voyez bien qu'elle arrive avec tous les paramètres dans les chaussettes. L'hémoglobine continue à chuter. On fait 2 séances, le 1er septembre et le 9 septembre. L'hémoglobine continue à chuter. La protéine réactive ne réagit pas. Tout va bien. Et là, elle fait encore des analyses entre le 9 septembre et le 7 octobre, où là, je vais décoder l'arbre. Je ne vais pas faire aucun travail thérapeutique. Donc, tout continue encore à chuter. Vous voyez les flèches rouges? Tout chute. Tout se pète la gueule. C'est de pire en pire. On n'a fait aucun travail thérapeutique. Je suis juste dans le diagnostic. D'accord? Je vais faire une première séance de réparation transgénérationnelle avec un certain Frédéric qui est mort. Et parce que j'ai décodé l'arbre, parce qu'elle a compris ce qui allait pouvoir se passer, parce que son inconscient a vu qu'on avait repéré ce qui allait mal, ces valeurs commencent à remonter d'un seul coup, et tout ensemble. D'accord? Et que des flèches vertes ici.
malheureusement, entre le 19 et le 26 octobre, elle fait une rechute parce qu'elle a appris le cancer du père de sa petite fille. Donc c'est un de ses beaux-fils. Mais néanmoins, le travail continue. Le 5 novembre, je vais faire une deuxième réparation. Donc là, on est le 26 octobre, là c'est 5 novembre, il y a 10 jours. D'accord? Je vais faire une deuxième réparation. Et là, d'un seul coup, en un mois, du 5 au 29, tout est vert et tout est bon. Voilà ce que ça peut donner du travail thérapeutique. Là, je vais perdre un peu de temps dans la deuxième séance parce qu'elle passe beaucoup de temps à avoir besoin d'être écoutée. Et moi, j'essaye de l'écouter un maximum, donc je ne travaille pas vraiment. J'aurais bien aimé avoir son arbre tout de suite, mais elle ne veut pas le faire, c'est son frère qui le fait. Bref, c'est compliqué. La séance du milieu, là, sur le cancer, ça l'a juste aidé à être entendu, c'est tout. Mais le gros progrès, il est avec la séance de réparation de Frédéric et la séance de réparation d'Auguste. Et là, on rebascule complètement dans le normal. Et aujourd'hui, c'est toujours normal. Ça fait 2 ans. D'accord? Pas de rechute. C'est typique d'un travail transgénérationnel. On cherche le truc, on trouve l'arbre, on le décode, on travaille. Et là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances parce que j'ai perdu du temps Enfin, perdu du temps. J'ai pas fait du travail thérapeutique sur 2 séances. Sinon, en 5, c'était plié. En 5, parce que j'ai eu 2 familles à travailler. J'ai travaillé Auguste après, parce que j'ai eu l'information d'Auguste que après l'information de Frédéric. Son arbre est en construction. Bref, on travaille avec un arbre, ça résout ça tout seul, et on le fait très bien. Donc, en 2024, la loyauté au clan et à ses parents est obligatoire et vitale pour sa survie et celle de l'espèce. C'est encore vrai. J'obéis encore à mon inconscient archaïque, que je le veuille ou non. Donc, je dois tout faire pour savoir. Cette loyauté familiale, elle se construit ici, elle s'applique là, dans notre vie à nous. C'est là qu'on va subir les effets de cette loyauté familiale. Je rappelle, la loyauté familiale, elle s'est construite depuis le début de l'humanité. Elle est renforcée par le système judéo-chrétien et par le système thérapeutique de cette façon. Le système judéo-chrétien, notre monde judéo-chrétien, nous a bassinés avec le 4e commandement. 4e commandement, si vous ne vous rappelez pas, tu honoreras tes parents ou tu seras chassé de la maison du Seigneur. On parle bien de rejet, là, on est d'accord, hein? Oups, ça ne marche pas. Donc, je dois honorer mes parents, sinon je suis chassé de la maison du Seigneur. Donc, ça se traduit chez nous, dans notre inconscient depuis 2000 ans. Si moi, petit garçon, je crie, je ne suis pas content parce qu'on ne fait pas ça, parce qu'on ne m'amène pas ça, parce qu'on ne s'occupe pas de moi, dans notre inconscient, c'est gravé que je vais me retrouver dehors avec une valise. Ouais. Et là, c'est la peur de l'abandon, c'est la peur de mourir, c'est tout ce qui va ressortir. Donc, on fait quoi? Eh bien, on se tait. Nous, enfants, on va se taire devant nos parents parce qu'on doit les honorer. Parce qu'on a appris archaïquement que si j'ai pas l'amour de papa et maman, eh ben c'est pareil, je vais être jeté de la grotte. Notre seule solution, c'est faire l'autruche, le déni, et c'est là que vont sortir les premières phrases. Mes parents, les pauvres, ils ont fait ce qu'ils ont pu, je peux pas leur en vouloir. Oui. Le deuxième système qui renforce la loyauté familiale archaïque, c'est notre société morale. Vous n'avez jamais vu dans la rue, ou alors très très rarement, des gens qui hurlent « Mes parents sont des monstres !» Non, ça se fait pas. Myriam, s'il nous manque des morceaux d'arbre, c'est pas grave, on a besoin des morceaux d'arbre, on fait sans les morceaux d'arbre, ou alors on apprend à chercher en plein les morceaux d'arbre, on fait de la vraie généalogie, mais c'est pas un problème. S'il n'y en a pas, je travaille aussi sans les arbres. Je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le 3e exemple. J'ai pas besoin des arbres. Cette société morale, elle s'est traduite dans le monde thérapeutique par « il faut leur pardonner ». Vous avez souvent entendu ça. Par des gens qui ne connaissent pas aucun outil thérapeutique familial. Et leur seule solution, ouais, vos parents ils ont fait ça, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'avez que 2, donc il faut leur pardonner. Vous êtes obligé de pardonner à vos parents par ce système-là, obligé de pardonner et de les honorer par le système judéo-chrétien, et obligé d'aller dans leur sens par le système archaïque de votre cerveau inconscient. Donc comment vous voulez faire qu'autrement
que rentrer dans le déni. C'est normal, c'est pas une tare, c'est normal. On est tous passés par là, d'accord? Donc, eh ben, on le fait. Parce que du côté des ancêtres, si je n'obéis pas, je meurs. Du côté judo-chrétien, si je n'obéis pas, je suis rejeté. Et du côté social, si je n'obéis pas, je suis montré du doigt et incompris. C'est du rejet aussi. Donc, pour appartenir au clan et mon inconscient soit complet, ma seule solution, inconsciemment, c'est le déni. Et vous répondez automatiquement, eh ben, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, d'ailleurs. Le problème, c'est que ça, c'est pour survivre, notre déni. On est obligé de se cacher ça, sinon on ne peut pas survivre. D'accord? On peut pas le régler de toute façon. Le problème, c'est que si moi, enfant, je ne suis pas reconnu dans ma douleur, j'ai manqué d'amour, j'ai manqué de contact de ma mère, j'ai manqué qu'elle me touche, qu'elle me dise je t'aime. Si je ne suis pas reconnu là-dedans, eh ben, ça revient à mon cerveau. Je ne suis pas reconnu par mon père, j'ai pas de protection de place dans le clan, j'ai pas d'amour, j'ai pas la protection du clan. Et là, je vis très très mal. Une partie de moi est en danger permanent parce que mes parents n'ont pas su me donner ce dont j'avais besoin pour grandir en tant qu'enfant. Et ça, c'est Alice Miller qui l'a révélé en premier. Est-ce que j'ai un slide là-dessus? Non, j'ai pas de slide là-dessus. Ok, je vais vous parler d'Alice Miller. Je fais une exception par rapport à l'étude. Il me reste 15 minutes, il faut que j'aille très très vite. Bernard, il faut leur pardonner? Non. Non. Mais non. En fait, si je pardonne mes parents pour ce qu'ils ont fait, je vais renier le ressenti de mon enfant intérieur. Je vais moi-même le mettre de côté en disant « Je t'écoute pas, t'as pas mal, c'est pas vrai. » Non, 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 j'entends rien. L'enfant, lui, il a besoin qu'on l'entende. Il a besoin d'être reconnu dans sa douleur. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'exprime pas son ressenti, rappelez-vous du décodage biologique tout début, hein, si j'exprime pas mon ressenti, je ne sors pas de ma maladie. Le ressenti de l'enfant, c'est « je suis abandonné » et c'est dégueulasse. Vous êtes des monstres. Mais non, il dit rien, il vit, il s'écrase, parce que s'il ouvre sa gueule, c'est encore pire. Donc, il n'a aucun autre choix que de tasser ça bien profond et qu'on n'en parle plus. Seulement, il va vivre avec « je ne suis pas reconnu, je n'ai pas de valeur, donc je n'ai pas de confiance en moi, donc dans mon boulot, c'est difficile, etc. etc. » Je vais tout faire pour avoir de la valeur dans mon boulot, dans mon couple. Et c'est l'enfer. Je deviens dépendant affectif, je suis en dévalo permanent. Enfin, la vie, c'est l'enfer juste à cause de ça. Non, il ne faut pas leur pardonner, il faut faire le travail correctement. Je vous remets cette petite image. La loyauté familiale, c'est les ancêtres et ce que j'ai vécu avec mes parents qui la forment, et je l'en souffre ici, une fois adulte. Qu'est-ce que c'est que la thérapie TEFT? C'est une thérapie créative. Dans la partie familiale, ensemble, on va créer une nouvelle histoire idéale pour l'inconscient, et vous allez vous connecter et la ressentir physiquement. Rappelez-vous, notre important, c'est le ressenti. Le ressenti de « je me sens nul », mais le ressenti physique aussi. Si je ressens physiquement l'histoire idéale, c'est génial, je répare tout. Pour ça, on va utiliser des outils de PNL et de thérapie symbolique, et surtout, on va profiter de notre plasticité neuronale. Je vous en touche 2 mots, c'est super important. Ça, là, cette image en haut, c'est l'image de vos neurones, les grosses boules, avec les dendrites qui vont relier les neurones les uns aux autres. C'est ce qui permet la circulation électrique entre les neurones pour créer notre vie. C'est dans notre cerveau que ça se passe. Et ça, c'est plastique, c'est-à-dire que ça se renouvelle sans arrêt. Il suffit juste de trouver les bons outils pour faire de la bonne façon, pour créer une nouvelle histoire dans ce cerveau-là, l'appliquer assez longtemps et qu'elle soit bonne pour qu'on crée une nouvelle réalité. Par exemple, je vais très très vite et voilà. Ça, c'est mon cerveau. C'est ce que j'ai montré au tout début. C'est mon cerveau après l'accident. Donc ça se lit du bas à droite. C'est le dessus de mon crâne, là où on voit l'hématome. Puis là, on avance là. On descend dans le crâne petit à petit et on a l'hématome qui grossit. On le voit, c'est clair, hein, là aussi, il grossit. Là, il commence à disparaître, mais on a celui de devant à gauche qui apparaît. Et puis celui d'avant à gauche qui grandit quand on descend encore la tête. Et puis celui d'avant qui est encore là. Et il est là jusque presque tout le bas du cerveau. Donc, c'est 2 gros hématomes cérébraux. Le neurologue a dit qu'il me manquait la valeur de 2 balles de ping-pong à peu près. Mais c'est là que j'ai compris
ce que c'était que la plasticité neuronale et à quoi ça servait. C'est grâce à mon expérience que j'ai monté tout TEFT, y compris la plasticité neuronale, qui permet de changer les habitudes neurologiques qu'on a. On va modifier, remodeler notre cerveau grâce à la plasticité neuronale, au fait que les neurones se renouvellent sans arrêt jusqu'à notre mort. D'accord? Ça, c'est clair. C'est fait comme ça aujourd'hui. Et tant qu'à créer quelque chose, tant qu'à créer de nouvelles connexions, autant les créer les plus magnifiques possibles. Pourquoi je m'arrêterais à je recrée un nouveau chemin pour aller au stade de foot si je peux créer un chemin merveilleux qui va faire jouer au Stade de France? Je peux inventer tout ce que je veux, tant que mon corps le vit dans le ressenti, ça devient ma réalité. La thérapie familiale, c'est une thérapie créative, c'est comme tout TEFT, mais particulièrement là-dessus, où d'abord, je vais vous accompagner personnellement à sortir de la réalité familiale archaïque, d'accord, en réglant les manques vécus dans votre famille, ou à cause de votre famille. Et ça, c'est un secret de fabrication maison, il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui savent ce que c'est, parce que c'est très très particulier, ça ne s'explique pas en amont, simplement pour qu'on puisse remodeler l'inconscient comme on a besoin. D'accord? Il y a des gens peut-être dans le chat qui l'ont fait, qui peuvent en parler, c'est absolument génial. On va ensuite utiliser la capacité de notre corps et de votre inconscient à créer une nouvelle histoire idéale et surtout de s'y connecter, la ressentir. Rappelez-vous, si on raconte à votre inconscient qu'il boit un truc dégueulasse, il y a une réaction biologique. Donc, si on lui raconte qu'il vit un truc merveilleux, il y a une réaction biologique inverse, de super détente, de super truc. Et si on lui raconte assez souvent, assez intensément et assez profondément dans le ressenti, on va changer le chemin neuronal. On va donc changer la réalité inconsciente du consultant. Vous allez donc valider ces changements dans votre vraie vie, ils vont devenir donc réels. Votre confiance en vous, elle va réellement changer. Vous allez réellement avoir confiance en vous. Et si on ancre ça suffisamment longtemps, cette sensation qui donne ces trucs géniaux, eh ben on efface les anciennes blessures. Donc en fait, en thérapie TEFT, on ne va pas passer du temps à réparer la réalité où je me suis fait engueuler par mon père pendant des années. Je vais passer du temps à créer cette nouvelle réalité dans votre inconscient. On va ensemble créer ce monde-là pour que vous viviez ce monde-là. Ça sera votre vraie réalité physique. D'accord? Et on peut le faire que et uniquement que si on est sorti de la réalité familiale. Si on n'est pas sorti, ça ne marche pas. D'accord? J'ai mis 9 mois à mettre ça au point. Comment ressentir un truc qui n'a aucune référence chez nous? Et ben c'est ça, le petit secret de fabrication de maison, Valérie. On peut ressentir quelque chose qu'on n'a jamais connu. Et bien c'est ça contre lequel je me bats. Il y a plein de thérapeutes qui disent mais aimez-vous, aimez-vous. Mais je ne sais pas ce que c'est, mais aimer, je n'ai jamais reçu d'amour. Donc je ne connais pas la même sensation. Je ne connais même pas la sensation. Eh bien vous allez apprendre ce que c'est que la sensation, parce qu'on va la créer pour de vrai dans la réalité physique. Et c'est ça qui est génial. Bref, ça c'est la thérapie émotionnelle familiale et transgénérationnelle, c'est tous les mêmes outils. On va créer du neuf et du bon. Parce que j'ai réparé ça pendant 10 ans. Hein. J'ai fait 10 ans de décodage biologique à réparer tous les drames et tous les trucs. Et quand je me suis rendu compte qu'on pouvait faire différemment, mieux, plus puissant et plus profond, dans tous les domaines de vie, ancestraux, familiaux et le reste, je dis, mais c'est génial. Et j'ai créé la TEFT. Le but de la TEFT, c'est d'accompagner des enfants qui ont grandi sans toutes leurs ressources pour combler les défaillances parentales subies et réparer les drames vécus par leurs ancêtres et transmis par mémoire cellulaire. Parce que si je fais ça, je change le terreau, c'est-à-dire je change la source inconsciente, familiale et transgénérationnelle dans laquelle ont pu pousser les conflits, les blessures et les manques pour permettre à ces personnes de connecter à nouvelles ressources, pour leur ouvrir les portes vers une nouvelle vie. Donc, cet ensemble-là, il est utilisable, il est apprenable et il permet un truc absolument génial. Ok. Ça vous intéresse? Ça vous dirait d'apprendre tous ces outils qui forment cet ensemble incroyablement holistique pour accompagner vos consultants ou même devenir consultant. Et vous pouvez apprendre ça en présentiel, en ligne et en différé. Les trois sont possibles. Autrement dit, ça vous dirait que je vous accompagne à devenir thérapeute TEFT pour accompagner tous les cas et difficultés de vie possibles et imaginables? Répondez-moi. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous continuez? Est-ce qu'on prend encore 7 minutes pour ça? Ou est-ce que vous abandonnez ici?
j'ai un petit peu de retard pour lire le chat, j'ai un petit peu de retard pour le reste. Muriel, Sophie, Servane, Sabrina, Véronique, oui. Oui, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Non, il n'y a personne qui n'est pas d'accord. Et que ceux qui n'est pas d'accord me jettent la première pierre. Non, je rigole, on y va. Allez, c'est parti, on y va. La formation TEFT, c'est facile. Il y a 3 niveaux, conseiller, accompagnant ou thérapeute. Et vous allez apprendre dans le premier niveau 5 modules de 3 jours, donc 15 jours de travail, donc 120 heures, les bases de la thérapie TEFT, dans 4 modules de coach biologique, les bases de la thérapie familiale et transgénérationnelle. Là, à ce niveau-là, vous avez exactement le même cours que celui que donne Christian Flech en décodage biologique. C'est celui que j'ai appris moi, d'accord? Je l'ai juste adapté pour vous donner en même temps les bases de la thérapie familiale et transgénérationnelle, pour que vous soyez un petit peu au jus de ce qu'on va faire après. Au niveau 2, donc 5 modules de 3 jours encore, ce sera les outils thérapeutiques de l'inconscient. Le premier grand outil, c'est la programmation neurolinguistique, PNL. C'est aussi la symbolique, c'est aussi des actes psychomagiques, c'est aussi les élixirs floraux, minéraux et compagnie dont on a besoin. C'est tous les outils qui vont vous permettre de travailler sur l'inconscient, puisque vous avez compris que tout se situe dans l'inconscient. Tout le reste, ça ne pilote pas votre biologie. D'accord ? Le 3e niveau, pour devenir thérapeute, vous allez apprendre la thérapie familiale. C'est 2 modules de 3 jours parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Je vais juste apprendre les petits détails importants. Et la thérapie transgénérationnelle, c'est 3 modules de 3 jours, celle-ci. D'accord ? Il y aura une validation des acquis et potentiellement, si vous voulez devenir thérapeute, il y aura un processus à faire, mais on n'en est pas là du tout. Vous prenez des photos parce que ça ne durera pas. Le programme niveau 1 en décodage biologique, c'est tout ça. Le ressenti, la biocible, le biochoc, la ligne de temps, conflit déclenchant, programmant, conflit procuste, système nerveux parasympathique, les phases de la maladie, l'inflammation, le tronc cérébral, les chronicités, je vais très vite, la grossesse, les gauchères, les gauchers, le cerveau, la crise épique, les maux de tête, les cancers, les élixirs floraux, grossesse et naissance, etc. Tout ça, c'est les 5 modules du niveau 1 en décodage biologique. En niveau 2, il y a les bases de la PNL, la synchronisation, la calibration, les métamodèles, les croyances, c'est très important, on va reparler tout le long en fait. Les états de travail utiles au thérapeute, parce qu'il me faut... Alors la photo n'est pas claire Sophie, mais c'est pas grave, je vous l'enverrai. Rassurez-vous. Je vous enverrai tout ça sur le chat de WhatsApp. Le reparentage, bref, tous les outils thérapeutiques qui sont utiles et suffisants. Bien sûr, suffisant en TEFT. J'ai trié, j'ai construit, j'ai modifié pour que ce soit le top et qu'avec ça, vous sortiez de tout. Au niveau 3, vous apprendrez pendant un module à décoder un arbre généalogique. Au module 2, l'approche familiale des conflits transgénérationnels. Au module 3, la position du thérapeute et les relations thérapeutiques, transfert contre transfert, comment ça marche, comment on peut s'en servir, comment on doit s'en servir, comment on peut les éviter, etc., etc. On verra les états modifiés de conscience au module 4. Alors, ce n'est pas de l'hypnose, bien que je l'ai apprise et que je saurais la diffuser s'il faut. C'est de l'état modifié de conscience. On va juste prendre le nécessaire de l'hypnose pour qu'on puisse travailler correctement. Et puis le 5, vous apprendrez à explorer, faire la thérapie, la réparation familiale. Et je ferai une introduction à la constellation ancestro-familiale de façon à ce que vous puissiez, si vous avez envie, apprendre la constellation, mais ça, ce sera appris sur le tas. Ça commence le 6, 7, 8 septembre 2024. C'est au cœur de l'essentiel à Saint-Martin-de-Vinou ou en ligne, en direct ou en replay. Ça, c'est nouveau cette année. Ça se passe comment ? Ça se passe, vous avez une plateforme de formation avec toutes les vidéos détaillées qui durent de 15 à 35 minutes, 50 minutes ici, avec les documents à télécharger pour vous aider, et vous avez l'enregistrement que j'ai fait en cours. Donc, vous avez la réalité de tous ceux qui ont suivi le cours. Ça, c'est l'organisation. Je vais très vite parce qu'il ne me reste que 2 minutes. 4 minutes. Et je vais vous présenter la fin. Donc, c'est comment ça marche, comment on peut faire. Laura, je suis désolé, je ne peux pas répondre à ça maintenant. Ce sera dans les vidéos que j'ai envoyées après. Et vous ne pouvez pas le faire tout seul tant que vous n'avez pas appris à le faire. Donc, c'est bien, mais
vous ne mettez pas des freins. Vous allez recevoir en ligne ou en replay tous les mêmes exercices que ceux qui le feront dans la salle et vous le ferez avec moi. Je vous accompagne. Je vais travailler 2 week-ends, un week-end pour le cours en direct et 15 jours après, un week-end avec vous pour vous superviser.